Cette hebdo-édition du dimanche 29 septembre 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 2 départements ministériels sont actuellement aux prises au Cameroun, à savoir le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la santé publique. Raison, les contrôles des débits de boissons, restaurants, casinos et lieux de loisirs par les agents du ministère de la santé publique. Dans une correspondance du MINAT adressée au MinSanté qui a fuité sur les réseaux sociaux, Paul Atangandi interdit sans façon la campagne de répression lancée contre la chicha entendée pipe à eau par le ministère de la Santé publique. Qui plus est, ajoute-t-il, ces contrôles se font avec le concours des forces de maintien de l'ordre, sans à référer au corps chargé du maintien de l'ordre et de l'encadrement. Que faut-il retenir de cette correspondance? Que reproche le MINAT au MinSanté? Est-il dans son rôle? On en parle. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Ayabacho interpellé et placé en détention provisoire par les autorités norvégiennes. Il fait l'objet d'une enquête pour ses activités supposées en relation avec la situation dans ces 2 régions du Cameroun. Son interpellation intervient suite aux plaintes déposées en Norvège et aux États-Unis par le cabinet d'avocats Salai. On en parle en sujet d'entrée comme à tous les panélistes. Et pour sortir de cette émission, on parlera politique. À quoi s'occupent les partis politiques? Nous sommes à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Et pourtant, la voix des différentes formations politiques a du mal à porter. Qu'est-ce qu'il explique? On parle de tous ces sujets avec vous, Maître Lavoisier Tsapi. Vous êtes avocat, vous êtes également en politique. Vous êtes maire adjoint à la commune de Bafoussam 1er. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla et bonjour à vos très nombreux téléspectateurs. En ce dimanche, j'exprime mon plaisir à participer à ces débats et c'est toujours un plaisir pour moi de venir participer au débat que vous organisez tous les dimanches. Je voudrais très spécialement adresser un salut particulier à tous ces Camerounais nationalistes et patriotes qui sont en train de se mobiliser pour que finalement en 2025 nous obtenons l'alternance dans notre pays, cette alternance tant recherché qu'en 2025, le Cameroun soit libéré, enfin. J'adresse un salut particulier à tous ces Camerounais qui se mobilisent pour que cette alternance arrive. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'affaire Bapou, l'affaire Hervé Bapou. Reprenant des articles de la presse internationale, la semaine dernière, nous interrogeons le silence de la presse locale autour de cette affaire. Un scandale majeur impliquant des personnalités de notre pays. Il s'agit en fait d'un réseau présumé d'arnaqueurs qui auraient usurpé l'identité d'un conseiller spécial du chef de l'État pour estorquer des milliards de francs CFA à des personnalités de la République, donc des hommes d'affaires, des hommes politiques. Et ce 24 septembre, la Nouvelle Expression a écrit que le chef d'orchestre présumé de cette affaire d'escroquerie en bande organisée est libre depuis le 20 septembre. Liberté provisoire, précise Jeune Afrique. Quel commentaire vous inspire l'évolution de cette affaire, maître? C'est une affaire extrêmement triste pour notre pays, triste pour ceux qui nous gouvernent, parce que c'est une affaire qui intéresse au plus haut point ceux qui nous gouvernent. Oui. Lorsque le conseiller spécial du chef de l'État, que ce soit honnêtement ou malhonnêtement, est impliqué dans une affaire comme celle-là, une affaire d'escroquerie à grande échelle, ça pose problème. Lorsque des personnalités autour de la première dame sont mêlés à cette affaire et sont cités comme complices de ces vastes réseaux d'escroquerie, ça crée problème. Ça veut dire que le sommet de l'État, ceux qui nous gouvernent au sommet ne sont pas propres. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que malgré les énormes sommes d'argent, des sommes faramineuses qu'on prétend avoir été escroquées dans cette affaire, il y a très peu de communication qui passe, que des escrocs notoires qui ont été arrêtés de la manière la plus rocambolesque. Parce que je me souviens d'avoir vu à la télévision
des circonstances extrêmement rocambolesques dans lesquelles M. Mbapou a été arrêté. Ce n'était pas facile. Bien que ces gens soient arrêtés pour des faits aussi graves, on parle des milliards, des gens qui ont donné 300, 400 millions pour être ministres, ils ont été floués. D'autres à qui on les a menacés de les impliquer dans des actes de terrorisme, ils ont donné 1 milliard pour certains, 500, 600 millions pour d'autres pour ne pas être impliqués dans des affaires de terrorisme. Vraiment que des affaires comme celle-là, on arrête des gens puis on apprend un matin qu'on les a libérés sans que le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire ne fasse une communication pour éclairer le public sur qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances ces gens ont été libérés. On se dit que la complicité, ils ont des complices au sommet de l'État, des complices qui les protègent. Et moi, je pense que dans un pays normal, il faut laisser la justice faire son travail. Il ne faut pas intimider la justice. Il ne faut pas utiliser la justice pour des règlements de compte non plus. Mais je pense que quand la justice s'est saisie d'un dossier, il faut laisser cette justice aller jusqu'au bout. Moi, je pense que ces gens ont été libérés juste parce que chacun prétend avoir des soutiens au sommet de l'État. Et c'est extrêmement regrettable que la justice ne puisse pas faire son travail dans ces circonstances-là, que les Camerounais ne soient pas informés pourquoi la justice ne fait pas son travail, que les victimes, parce qu'il y a des victimes, des gens qui ont déboursé d'énormes sommes d'argent, qu'on arrête des gens comme ça, qu'on les libère sans qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est extrêmement malheureux pour notre pays. Et c'est des choses pour lesquelles il faut crier fort. Il faut dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que ces gens, qu'on les arrête, s'ils n'ont rien fait, qu'on puisse nous dire qu'ils n'ont rien fait, qu'on communique. S'ils ont fait quelque chose, que la justice s'occupe d'eux. Très bien. En tout cas, Jeune Afrique a parlé de liberté provisoire. On continue d'observer cette affaire pour voir jusqu'où est-ce qu'elle ira. Mais je voudrais préciser que, parlant de liberté provisoire, en tant que juriste, les faits pour lesquels ces gens sont poursuivis, c'est des faits criminels. C'est des faits criminels. Or, pour le code de procédure pénale est assez clair. Quand vous êtes poursuivi pour une affaire pour laquelle vous risquez la peine de mort ou la prison à vie, on ne peut pas parler de liberté provisoire. C'est quand vous ne risquez pas la prison à vie ou la peine de mort qu'on peut encore voir si on peut vous libérer. Vous avez suivi l'affaire Martinez-Zogo, malgré la qualité des personnes qui ont été interpellées, parce que la loi interdit, dans ce genre de situation, comme les gens en liberté provisoire, on n'a pas pu les mettre en liberté provisoire malgré la qualité de ces gens-là. Donc, pour ceux-ci, c'est étonnant que, malgré les dispositions légales, ils soient remis en liberté. Et je crois que, vraiment, ce n'est pas bon pour notre justice. Ce n'est pas une bonne image que notre justice présente à la face des populations. En tout cas, on continue de suivre cette affaire. Face à vous, nous recevons le docteur Marcel Simot, sociologue, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bien le bonjour à vous, Lila. Bonjour à vos copanélistes du jour que je vous laisse le soin de présenter. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau et de débattre de l'actualité choisie par vous ce midi, j'allais dire. Avec vous, docteur, on parle du dernier rapport de la CONACT. Selon le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2023, le phénomène a fait perdre plus de 114 milliards de francs CFA à l'État camerounais, soit une augmentation de 109 milliards de francs CFA par rapport au rapport de 2022. Qu'est-ce qui pourrait justifier, docteur, cette augmentation? Avec Maître Roland Tapi, on parlait justement de l'affaire Bapout et du fait qu'il a été remis en liberté provisoire. Est-ce que vous faites le lien entre la prolifération de ce type d'affaires, leur évolution et le phénomène persistant de la corruption dans notre pays? Oui, mais ce qu'il faut dire, et ça tout le monde le sait déjà, la corruption c'est un véritable fléau qui, je crois que miner la société n'est plus assez fort pour le démontrer, mais qui détruit en réalité la société camerounaise. Parce que lorsqu'on regarde toutes les actions mises sur pied par le chef de l'État pour tordre le cou, n'est-ce pas, à ce, j'ai envie de dire, ce vilain comportement, tout porte à croire qu'il y a encore des personnes qui ont la peau dure. Et d'ailleurs, je fais partie des gens qui ont toujours dit, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait aller aux méthodes beaucoup plus fortes. Par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure de peine de mort, comme disait quelqu'un, de zigouiller sur la place publique pour avoir
voler les biens de l'État, les deniers publics, pour amener, n'est-ce pas, les uns et les autres à adopter un comportement beaucoup plus responsable. Parce que les commissions des droits de l'homme ne seront pas d'accord avec ce que vous justement, dites. et voilà le véritable problème que nous avons, c'est qu'on a encore derrière nous le respect des droits de l'homme, le respect de ci, le respect de ça, et nous savons tous qu'il y a ce mal-là qui persiste malgré toutes les actions qui sont mises sur pied, malgré tous les éléments, tous les organismes, les organisations que le chef de l'État a mis sur pied pour essayer, n'est-ce pas, de réduire au maximum. Et d'ailleurs, parmi ces actions, on a vu ce que ça a rapporté à l'État du Cameroun lorsqu'on a commencé à être un peu plus rigoureux. Donc moi, je crois qu'on doit accentuer dans la rigueur, on doit prendre des méthodes beaucoup plus fortes. Moi, j'insiste là-dessus pour que ça devienne... Est-ce que quand vous parlez de rigueur, la question que je pose, c'est est-ce que vous faites le lien, parce qu'avec Maître Lavoisier-Thierry, on a parlé de l'affaire Baphout, est-ce que vous faites le lien entre la prolifération de ce type d'affaires et le phénomène persistant de corruption au Cameroun? Non, établir le lien, là, je ne vais pas facilement ou alors très rapidement établir le lien entre ces deux éléments parce que nous serons dans une logique, comme nous sommes naturellement un dimanche, de la notion de péché, de petits péchés, de gros péchés. Non, lorsque moi je parle de corruption, vraiment c'est de manière générale. Et je dis bien, d'ailleurs un adage le dit, qui vole un œuf volera un bœuf. Donc moi je suis dans la logique de trouver des moyens pour empêcher les uns et les autres à poser un acte de corruption. Je ne veux pas entrer dans la logique de milliards parce que vous commencez à dire, si on commence à dire, bon, 10 000, 100 000, c'est pas grand chose. Lorsqu'on commence à être dans les milliards, il faut agir. Non, je dirais 100 francs, il faut commencer à agir. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait simplement qu'on passe à des méthodes beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, qui vont peut-être choquer les droits de l'homme, vous l'aviez dit, mais pour amener les uns et les autres à adopter un comportement responsable. Parce qu'à chaque fois, on se dit, les choses ne marchent pas, c'est monté, c'est descendu. Pourtant, quelque part, derrière, nous sommes tous responsables. Parce que lorsqu'on met l'accent sur la notion de corruption, je dis très souvent aux gens, pensons que nous sommes tous des corrupteurs. Parce qu'il n'y a pas de corruption sans corrupteur, sans corrompu. Donc c'est un maillon, c'est une chaîne. Et au finish, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. Merci, docteur Martial Simo, d'être avec nous ce dimanche. De ce côté, nous recevons le docteur Serge Alexis Lambette. Il est le maire de Kondjok, maire PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est également médecin. Bonjour, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour aux panélistes et à vos téléspectateurs. Donc, on parle du rapport de la CONAC. Pendant ce temps, le décret d'application de l'article 66 reste attendu. Vous êtes un homme politique, vous êtes le maire, je l'ai dit, en fonction de Kondjok. Vous êtes pour ou contre l'application de l'article 66? Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, avant de prendre fonction à la mairie, de présenter vos biens? Je vais, vous me permettez d'abord, dans un premier temps, d'avoir une pensée pour les populations du Marais d'Anaï, pour les populations de Massok-Son-Loulou, où était Cabral Libi hier. Il y a 5 ponts qui ont été apportés par les pluies et là rien n'est fait. Et donc il y a eu un constat hier et une invite au gouvernement à prendre charge des populations réellement. Parce que nous aussi en Kondjok on a vécu 2 ponts. Oui. Un pont qui est parti avant que je ne sois maire et qui a été réparé seulement il y a à peu près 1 an. Et pendant 5 ans, les populations traversaient une rivière pour partir de Yabassi en Kondjok. Ah. Vous vous rendez compte, 5 ans. On a fait 5 ans. Et tout récemment, il y a un pont qui relie le nord Makombe et l'arrondissement de Kondjok qui a été emporté par l'eau, donc coupé jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux qu'avoir une pensée pieuse pour ces populations-là qui subissent le martyre d'une gouvernance tatillonnante et finalement qui se disent qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est en 2025. Secondairement, vous avez parlé de... Je suis sûr que quand vous êtes le maire, il y aura 1 ou 2 personnes pour demander, ok d'accord, qu'est-ce que la mairie peut faire dans ce cadre-là? En tout cas, en ce qui concerne la mairie apporte ses petits moyens pour soulager. Il y a par exemple des ponts qu'on a eu à fistoler pour que les populations puissent traverser. Mais on n'a pas plus que ça des moyens. On n'a pas plus que ça et on n'a même pas toujours autorisé à toucher ces structures, ces infrastructures-là oui. Qui demandent souvent beaucoup de moyens et beaucoup d'expertise. Parce qu'un pont, même en bois, reste quelque chose
d'assez structurellement compliqué à monter. Donc, on fait ce qu'on peut, comme le maire de Massok, qui est encore aussi, vous voyez les images, c'est terrible. Hein, vous avez 5 ou 6 villages qui sont déconnectés totalement du Cameroun, parce que l'eau fort, avec des ponts âgés de plus de 60 ans, qui étaient déjà fatigués, qui ont été emportés par les pluies. Ça, c'est des catastrophes naturelles. On n'accuse personne, mais derrière, l'État doit avoir, doit avoir la magnanimité de pouvoir aider les populations. C'est ça, en fait. Quand on a une fonction élective, ça vous donne du pouvoir, ça vous donne les moyens de l'État, ça vous permet de réaliser, de mettre à l'aise les populations. C'est l'objectif premier. Vous me posez la question sur l'article 66, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est tout à fait normal. Vous l'avez vu par exemple au Sénégal, vous avez vu le président, il a déclaré spontanément, c'est bien. C'est tout à fait normal. Mais je voulais quand même revenir un tout petit peu sur ce que disait Maître. Oui. J'apprends sur ce plateau que les gens ont donné l'argent pour être ministre. 400 millions. Non, Maître n'a pas donné les chiffres exacts. Il a dit, il y en a même qui ont donné 1 milliard. Il a dit, je ne peux pas dire n'importe quoi. Oui. Je répète, c'est qu'il est là, il peut confirmer ou pas. C'est des chiffres qui ont été publiés par la presse, voilà. Oui. Vous pouvez me dire combien d'affaires du Cameroun sont écrites à Jeune Afrique? Il y a une semaine, des gens ont été arrêtés pour avoir assassiné quelqu'un ici à Bali. Eh bien, il semblerait qu'ils sont libres. Non, ça je ne peux pas le confirmer. Il semblerait. Je ne peux pas le confirmer. Moi, j'ai écouté Élise ce matin, en direct, qui est de Nouvelles, qui a dit qu'il n'a pas dormi cette nuit. Parce qu'une fois lâché, relaxé, si vous voulez, ou mis en liberté provisoire, puisque c'est le terme que les gens utilisent. qu'on a arrêté. Oui. Ça, je ne peux pas le confirmer parce que jusqu'à jeudi. Je vous donne une information. Je vous donne une information que je viens de suivre sur une chaîne concurrente, sur MyPrime. Élise est passé en direct. D'accord. Et il disait qu'il n'a pas pu dormir cette nuit parce que le monsieur a dit tous ceux qui se sont amusés à se plaire et à se complaire à son arrestation, maintenant qu'il est libre, ils vont rendre gauche. Bon, j'aurai le temps, c'est une information, comme je l'ai dit, que je ne peux pas confirmer, mais permettez qu'avec... J'ai donné la source, je ne suis pas journaliste, j'ai donné la source. Que j'essaye de recouvrir, même si je suis sur le plateau et que ça ne va pas être évident. Pour dire quoi? Mais je ne peux pas le confirmer. Jusqu'à jeudi, le gouverneur martelait encore... Pour dire quoi? Quand Maître Lavoisier Tchapi dit qu'il faut laisser la justice faire son boulot, je pense qu'il y a une forme de complicité, simplement. Parce que qui remet en liberté provisoire? C'est la justice. Oui. Qui se laisse marcher dessus? C'est la justice. Ils ont le pouvoir qui leur a été donné soit par une nomination, bon, surtout par une nomination, donc ils ont le pouvoir de stopper toutes ces erreurs, tous ces crimes-là. Ils ont le pouvoir nominatif de décider qui est dehors et qui est dedans. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc, les gens sont nommés à des postes et refusent d'appliquer la loi. Il y a des gens qui sont... Quelqu'un est mort. N'attendons pas que 10 personnes meurent. Quelqu'un est mort, le corps a fait le tour de tous les réseaux. C'est semblable. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas à Jeune Afrique que ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Mais c'est un Camerounais qui est parti. C'est fini, il ne reviendra pas. Ce n'est pas un véhicule où le moteur se casse, on change de moteur. Non, il est parti, il est parti. Donc il y a cette responsabilité-là des fonctionnaires, de la justice, et même au niveau des administrations, ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle. Et il faut même à un moment donné pouvoir que les administrateurs puissent prendre toutes leurs responsabilités devant ce type d'erreur. On parlera tout à l'heure de l'affaire de la chicha. Oui. À un moment donné, il y a quand même, ce pays est quand même assez bizarre. Les gens prennent des responsabilités dont ils n'en ont pas le droit, et au moment où on leur donne le pouvoir de gérer des dossiers sérieux, eh bien, ils sont légers. Donc vraiment, pour répondre à la question selon laquelle
Oui. Ces dossiers sont tous liés. La corruption, vous savez, à un moment donné, la dictature est nourrie par la corruption. C'est-à-dire les corrompus et les corrupteurs. C'est ça la réalité. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur le maire, d'être avec nous ce dimanche face à vous. Nous recevons Paul Eyoum, militant de l'AFP. Bonjour Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour aux différents membres sur ce plateau, bonjour aux fidèles téléspectateurs du programme 7 Hebdo. Alors, en 2018, on continue de parler de la corruption rapidement pour sortir de cette présentation. En 2018, certains ont milité pour que cet article soit inséré dans le code électoral en vue des élections. Quels seraient les avantages de l'introduction de cette loi dans le code électoral? Laquelle précisément? L'article 60? Oui, de notre Constitution. On n'a pas besoin de le mettre dans le code électoral puisque la Constitution est déjà au-dessus. Donc ça veut dire qu'une fois, lorsque le maître Lavoisier, comme il est là, je parle sur son contrôle, il y a la hiérarchie des normes juridiques. Oui. La Constitution est au-dessus. Si elle dit déjà que toute personne qui a accès à un poste de responsabilité doit déclarer ses biens, on n'a plus besoin de le mettre dans le code électoral. Le code électoral est plutôt un appendice de la Constitution qui vient plutôt aider en ce qui concerne la mise en application des conditions qui ont été fixées par la Constitution. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est plutôt de respecter la Constitution, d'appeler les gouvernants à respecter la déclaration des biens, l'article 66 de la Constitution. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est depuis 1996, ça fait 28 ans. Et une fois, il y a un ministre qui avait dit que nous sommes en Afrique, un homme ne peut pas facilement déclarer ses biens parce qu'il ne veut pas toujours que les gens autour de lui sachent ce qu'il possède. Entre autres, c'était une anecdote, ça avait fait amuser la galerie. Oui. C'est une façon de mettre en touche la mise en application de cet article. Or, c'est ultra important parce que lorsque ceux qui ont accès aux responsabilités déclarent le bien, on sait d'où ils vont, on sait où ils vont finir à la sortie, on pourra faire le bilan si évidemment leur fortune qui a été acquise au cours de cette période, elle est légitime ou alors il s'agit là de l'enrichissement illicite. Donc je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, il faut tout simplement appliquer l'article 66 et il y a une seule personne qui peut montrer l'exemple parce qu'une fois qu'il a donné l'exemple, tout le monde va suivre, c'est le président de la République. Et je chute pour citer, pour revenir sur la demande du ministère des Finances qui demande à nous autres Camerounais de déclarer nos revenus. Nous avons donné le délai au 1er décembre. Mais en ce temps, ceux qui nous gouvernent, ils ne déclarent pas le bien. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui ne tient pas la route. Donc, pour avoir une légitimité, c'est de demander aux populations de déclarer leurs revenus. Il faudrait que ceux qui gouvernent déclarent déjà le bien et déclarent leurs revenus comme tout le monde, pour que nous soyons dans la transparence totale et qu'il n'y ait pas le 2 poids, 2 mesures. Très bien. Alors, on va appeler rapidement Charles Élisant, parce que c'est un sujet assez pressant. On va l'appeler, c'est pressant, c'est sensible. En attendant, je précise encore, en attendant que je sorte de ce plateau et que j'ai confirmation avec mes confrères. Alors, Charles Élisant, bonjour. Bonjour Léla. Alors, nous apprenons à l'instant que vous aurez dit sur un plateau que l'une des personnes présentées à la presse il y a quelques jours comme étant l'un des assaillants, voilà, l'un des assaillants, et on s'est mis la terreur le vendredi 20 septembre, je crois bien, entre Bali et Bonapriso. Donc, vous aurez dit que l'une de ces personnes aurait été libérée. Est-ce que vous confirmez ce que vous dites? Est-ce que ce sont vos dires, Charles Élisant? Je n'ai pas dit qu'une personne présentée vendredi a été libérée. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? Celui qui fait celui qu'on recherche aujourd'hui n'a pas été présenté vendredi. Même comme il a été pris dans le cadre de la grande mise en place de la sécurité par les autorités. En fait, ce que j'ai dit, j'ai fait une interpellation ce matin dans les réseaux sociaux et j'ai été appelé en journée par votre confrère Tchoukoga. Et j'ai réitéré ce que j'ai dit. Dans la nuit du 21 au 23, à la suite du meurtre de M. Yangopa, les microbes, entre guillemets, à rue de Mangué, le sous-préfet de la deuxième a entrepris une vaste campagne de nettoyage de Douala 2. C'est comme ça que dans la nuit du 21 au 23, au Bois des Serges, une horde de bandits, ces microbes-là attaquent les populations au Bois des Serges et elles appellent au secours le sous-préfet qui arrive avec les FMO et interpelle 3 personnes. Parmi les 3 personnes, un certain Zéphé, qui est reconnu dans la place comme le chef bandit du coin. On trouve des poignards sur lui, une arme, la perquisition chez lui, on retrouve
du cannabis, du chanvre, des tenues militaires, une trentaine de téléphones portables et tout. Donc, un bandit, en fait, connu par les FMO. Il a été entendu, placé sous mandat et déféré comme il se doit au parquet. Depuis hier, elle est là. Depuis hier, la population du Bois des Singes pleure qu'il est dehors. Il serait revenu au quartier, menacer les populations en leur disant que je vais vous montrer, moi que vous avez dénoncé, je vais vous montrer. Les populations ont alerté le sous-préfet de l'autorité. Je suis arrivé vers le sous-préfet. Le sous-préfet est dépassé. Je parle bien du sous-préfet de la deuxième. Il est dépassé. Jusqu'à ce matin, il est là. Le sous-préfet s'est rendu à la prison de Neubel. Le régisseur ne trouve pas la trace de ce gars. L'information est remontée au niveau du parquet. Où se trouve actuellement ce gars qui a été pris, qui est l'un des chefs bandits de la ville de Douala. Les documents au niveau du commissariat central numéro 1 montrent qu'il a été bien remis aux magistrats. Les magistrats disent qu'ils l'ont déposé à la prison de Neubel. Il est donc où? Il est où? Il y a c'est dans ça que j'ai dit ce matin que ce microbe-là en chef est dehors. Il est dehors. Donc ceux qui sont dans la chaîne, qui l'ont attrapé, nous disent où il est. C'est pour ça que ce matin, j'ai interpellé monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour lui demander de taper la main sur la table au niveau des magistrats qui sont au parquet. Et j'ai interpellé monsieur Ngongo pour lui dire que c'est lui qui gère la police, la gendarmerie et l'administration, que ces deux-là nous disent où se trouve Zéphé. On ne peut pas, en ce moment où les populations sont demandées de collaborer avec les FMO, dénoncer et on trouve le chef bandit 2 jours plus tard dehors. On ne peut pas en ce moment décourager un sous-préfet. J'ai vu le sous-préfet découragé. Je me suis dit, mais si le sous-préfet est découragé, combien de fois nous? Et j'ai vu le gouverneur abattu. Donc, pour vous dire que quoi aller là, pour vous dire que c'est moi qui parle, je le dis haut et fort, et je leur ai dit, ne baissez pas les bras. C'est-à-dire, il y a les microbes dedans, il y a les microbes dehors. Ce qu'on voit dehors là, c'est ceux qui nous agressent tous les jours quand on est dehors là. Maintenant, ceux qui sont dedans sont les plus dangereux que ceux qui sont dehors. Ils sont dans la police, dans la gendarmerie, dans les médias, dans les partis politiques. C'est eux qui ont leurs petits frères, leurs neveux, leurs cousins qui sont les bandits. Et c'est eux qui prennent le téléphone quand on les arrête pour demander qu'on les libère. Il faut que par Zéphé, qu'on retrouve sa trace, que ces Zéphé-là, chaque bandit reconnu par tous, soit servi d'exemple pour qu'on punisse ces magistrats corrompus, ces policiers corrompus, ces gendarmes corrompus et c'est même ces parents corrompus qui alimentent cette insécurité pendant que les prisonniers citoyens vont librement leurs occupations. C'était mon interpellation ce matin, Madame Léla. Merci Charles Elisa. Je rappelle encore que pour l'instant, je n'ai fait aucun recoupement, je n'ai fait aucun travail journalistique. Donc, une fois sorti de ce plateau, je contacterai les autorités pour avoir le fin mot de cette histoire, pour savoir exactement comment est-ce que ça évolue. Ça rejoint l'affaire dont vous avez parlé. C'est que moi, je fais bien. Donc on parle... des escrocs notoires. Non, mais ce qui est important de retenir là, c'est que la responsabilité de tout le monde, c'est une histoire sera engagée. Donc nous sommes tous responsables. Une fois. Il vous a dit un gouverneur abattu, un préfet abattu, un sous-préfet abattu, parce qu'il a le souci de faire un bon travail. Mais à un moment, on se rend compte qu'il y a des personnes véreuses de mauvaise foi qui veulent saper ce travail. Il faut le dénoncer. Merci, docteur. Nous sommes tous responsables, il faut le dire. Nous sommes tous responsables. Donc, comme je l'ai dit encore, comme je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois sorti de ce plateau, nous pourrons faire le travail journalistique autour de cette affaire, essayer de recouper pour avoir le fin mot, pour savoir si oui ou non cette personne qui aurait été arrêtée lors de la descente du sous-préfet de Douala 2e, dans certains quartiers comme Commando, comme Newbel, si oui ou non cette personne est en liberté aujourd'hui. Donc on parle de l'interpellation du sieur Ayabacho. Il a été interpellé et placé en détention provisoire par les autorités norvégiennes. Il fait l'objet d'une enquête pour ses activités supposées en relation avec la situation dans ces deux régions du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Eyoum, à votre avis, est-ce le début de la fin pour l'homme connu comme étant l'un des financeurs de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? I don't think. That's why I was happy to hear the news about the catching of that man, because that man is a murderer. I think we have to pick him up to judge him as the murderer he is, because you cannot afford
to give the orders to kill people here. The people left their house, their jobs, their businesses. You kill these people, you kill your chiefs, everybody, because you have a reivindication. I refuse that. Because the government, the Cameroonian government decided to fight against these people that takes weapons against the state. Now, Ayaba Show. Yes, I forgot his name. Ayaba Show catch at the Norwegian. My hope is the end about the fighting in the southwest and the northwest. But right now, I don't know if the catching of Ayaba Show is going to finish this war. Now, the government has one solution. Take him from Norwegian, judge him, and continue. Sauf que ça ne dépend pas du gouvernement camerounais, son extradition. Oui. The government can discuss with Norwegian government. S'il n'y a pas des accords qui ont été préalablement signés, ça va être difficile. I don't refuse, but the Norwegian justice can judge him in the Norway. And now we are going to take another solution on the field here because our national army keep going to fight every day against these people. Now, my hope, the family that lost their children, that lost their members, we are going to have a peace for a long time. Très bien. Alors, because for 8 years, since 8 Depuis years, 2016. almost a decade, every day we fight. Now, we don't have money to continue. We don't have the mindset to continue. So, we hope we are going to... We need peace. We need peace because when I'm talking about that, I'm heartbroken. Très bien. Maître Lavoisier, Ayaba Show s'ajoute à la liste des séparatistes déjà interpellés dans d'autres pays. On se souvient de celui qui a été interpellé au Nigeria. Est-ce le signe que l'invitation à la collaboration du président Paul Biya adressée au pays où résident ces séparatistes ou donneurs d'ordre commence à être entendue? Je veux dire, est-ce le signe de l'efficacité de la diplomatie camerounaise? Non, ce n'est pas un problème de diplomatie. Il me souvient qu'il y a un cabinet d'avocats, le fils de l'ancien ministre Christopher Chalaï, qui s'appelle lui-même Maître Chalaï, qui a un cabinet basé aux États-Unis, qui régulièrement documente les atrocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que la mise en œuvre des principaux responsables. C'est lui, il a concocté un dossier très solide. Il a saisi les autorités norvégiennes qui ont mené leurs enquêtes, et ces enquêtes ont abouti à l'interpellation de M. Ayabacho Lucas, qui réside en Norvège depuis plus de 20 ans et qui est citoyen norvégien, puisqu'il a la nationalité norvégienne. Son arrestation, c'est comme les autres arrestations, parce qu'il faut quand même remarquer que les arrestations de ceux qui sont supposés animer cette crise ont commencé dès 2017. Il vous souvient que Manchou Bibixi, Félix Galim, Félix Safé avaient été, les deux là avaient été arrêtés avec d'autres personnes. Ils sont toujours détenus à la prison de Konengue parce qu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison chacun. Leur arrestation n'avait pas suffi en 2017 à dissuader les séparatistes de maintenir leurs actions. Après cela, il y a eu l'arrestation au Nigeria de Sisiku Ayuk Tabe, Fongalan Fort et 12 autres personnes qui étaient considérées un peu comme l'exécutif de ce soi-disant État qu'ils voulaient créer dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. On les a arrêtés au Nigeria. Heureusement, ils ont été extradés, jugés et condamnés à la prison à vie. Ils sont détenus en Konengue pour cela. Il y a d'autres séparatistes qui ont été, leaders séparatistes qui ont été arrêtés aux États-Unis et qui sont actuellement en prison aux États-Unis. Mais il y a encore d'autres aux États-Unis qui sont
encore actif et qui donne encore des ordres dans ces deux régions-là pour que des atrocités soient perpétrées. Avec l'arrestation de Ayabacho Lucas en Norvège, on peut considérer cela comme un coup dur porté à ce terrorisme-là qui sévit dans ces deux régions. Ce serait d'ailleurs un coup très dur parce que ce monsieur était très actif et donnait beaucoup d'ordres. Mais est-ce que cela va pour autant mettre fin à ces exactions-là? Moi, je pense que ça va être compliqué parce que il y a des choses qui se sont installées dans la durée, dans ces deux régions-là. Moi qui vis à Bafoussam, je suis assez proche de Bamenda et quotidiennement, je vois comment les choses se passent là-bas. Donc, vous avez ces fameuses villes mortes qui ont cours depuis presque 7 ans, tous les lundis. C'est la preuve que les actions des sécessionnistes portent un coup sur le terrain. Vous avez l'interdiction des plaques CEMAC. Tenez-vous au rond-point d'Edo et regardez les voitures qui vont au sud-ouest. Vous ne verrez aucun véhicule avec la plaque CEMAC. Allez à Bekoko, voyez les véhicules qui rentrent, qui viennent du sud-ouest. Vous ne verrez aucun véhicule avec la plaque CEMAC. Allez à Santa, la frontière entre l'ouest et le nord-ouest. Si vous entrez avec un véhicule qui a la plaque CEMAC à Bamenda, ce véhicule va être brûlé. À Bamenda ou oui, à Bamenda. Dans le sud-ouest, c'est pareil. No Man's Land. C'est pareil. D'accord, je ferai le travail de vérification. Ça fait que sortie de ce studio. Il y a des choses que ces gens ont incrustées dans les têtes des gens. Et ça nous fait mal parce que l'arrestation de ces leaders-là, c'est une bonne chose. Mais est-ce que pour autant, le problème de fond reste. Le problème anglophone, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas une crise qui date d'aujourd'hui. Cette crise n'a pas commencé en 2016. Souvenez-vous que lorsque les villes mortes finissent et que la tripartite siège en lieu et place de la conférence souveraine que l'opposition réclamait, lorsque la réunion de la tripartite, pouvoir, opposition, société civile, lorsqu'elle siège en 1992, on met sur pied une commission constitutionnelle qui va rédiger la nouvelle constitution de notre pays. Au sein de cette commission, il y a des anglophones, notamment conduits par le professeur Carlson Anyawe, qui était professeur de droit à l'université de Yaoundé. Oui. Les anglophones formulent devant la commission qui doit rédiger la nouvelle constitution du Cameroun, ils formulent des propositions qu'on retourne au fédéralisme. Le professeur Joseph Owona, qui présidait la commission constitutionnelle, a balayé d'un revers de la main ces propositions et les anglophones ont claqué la porte et n'ont plus participé aux travaux de la rédaction de la nouvelle constitution du Cameroun. Elle s'est faite sans les anglophones. La constitution est sortie, il est vrai, elle prévoyait une décentralisation qui ne va prendre forme que pratiquement 20 ans plus tard. Lorsque cette crise anglophone déclenche en 2016, ce n'est que l'éclatement de quelque chose que les gens ont cumulé en eux depuis. Il est vrai, le gouvernement a organisé le grand dialogue national. Oui, vous terminez d'ailleurs. Mais lorsque le gouvernement organise le grand dialogue national, c'est le gouvernement qui choisit les interlocuteurs anglophones. Et le gouvernement choisit ses partisans chez les anglophones. Des gens qui occupaient pour la plupart des positions de pouvoir. Donc ils ne pouvaient pas critiquer. On a vu également lors du grand dialogue des combattants qui, après avoir déposé les armes, sont venus quand même se présenter. Des soi-dit. Parce que le grand dialogue national n'a pas mis fin à cette crise, qui se poursuit même jusqu'à présent. Oui, il y a des combattants également qui déposent les armes, je ne vais pas dire chaque jour, mais qui déposent les armes dans les différents centres de DDR. Il n'en reste pas moins que la crise est là. Vous avez un exemple, la rentrée scolaire. Vous terminez, maître. Lorsque, à la rentrée scolaire, ces gars ont dit que nous imposons 2 semaines de villes mortes. Ça a été respecté dans les 2 régions. Et on a repris les classes qu'après, ils auraient pu dire 1 mois, ça devait être respecté. Et
pour dire que... Enfin, ce n'est pas toujours respecté par tous, sauf qu'ils essayent de ils imposent. Parce que dans cette affaire, ce qu'il faut savoir, c'est que la population est prise dans un étau. L'étau des séparatistes. Ils ont des méthodes extrêmement brutales. Lorsqu'ils se rendent compte que vous avez donné une information qui permet de les localiser, vous êtes un homme mort. La seule solution qui vous réserve, c'est la mort. Très bien. Les gens tremblent. Et en même temps, lorsque le gouvernement se rend compte que vous collaborez avec ces gens, si les forces de l'ordre vous arrêtent, c'est la prison à vie ou la peine de mort. Moi, j'ai assisté procès militaire à Yaoundé, procès militaire à Bafoussam, procès militaire à Tchang, et nombreux de ces gens, y compris des fonctionnaires, des instituteurs, des professeurs de lycée, qu'on disait être de mèche avec les sécessionnistes, ont été condamnés pour certains à mort, pour d'autres à la prison à vie. Donc la population est prise entre ces deux étaux-là. C'est pour ça que nous avons toujours pensé que il faut qu'on ouvre un dialogue sincère. Merci, maître. Dans cette affaire. Il faut ouvrir un dialogue sincère. Écoutez, maître Léla, je voudrais chuter en disant que... Je ne suis pas encore avocat. Oui, le dialogue sincère là suppose que... Et le cardinal Toumi l'avait essayé. Le cardinal Toumi, lorsque le chef de l'État convoque le grand dialogue national, il dit « Permettez que je convoque la conférence des anglophones. Que les anglophones choisissent ceux qui vont participer à ce débat et parler en leur nom. » C'était quelque chose de formidable. Parce que quand les anglophones ont choisi leurs représentants, quand ils parlent à leur nom et quand ils ramènent les solutions, ceux-là se retrouvent dans ces solutions-là. Mais on leur a imposé des solutions qui aujourd'hui sur le terrain Docteur Marcel Simo, en croire Raoul Soumotayo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria, l'interpellation de Sissiko Ayoub n'avait pas changé grand-chose sur le terrain. Au contraire, ça avait conduit à une désorganisation du groupe avec l'émergence de nouveaux groupuscules, au point où il devient difficile aujourd'hui d'identifier un interlocuteur dans le cadre des négociations. Est-ce qu'il y a des risques que cette autre interpellation produise des effets similaires? Non, là tu vas m'excuser, mais je vais te dire clairement, je ne suis pas très d'accord avec lui. Du moment où lui-même reconnaît la désorganisation du groupe, lorsque la tête est partie, il y a un déséquilibre qui se crée. Et pendant que ce déséquilibre s'installe, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se ressurgir. Et il y a une déstabilisation qui peut être accomplie. Donc on ne peut pas négliger, n'est-ce pas, l'arrestation de ce dernier. Surtout que nous savons que c'était un excellent donneur d'ordre. Alors on voit déjà qu'il y a quelque chose qui va se produire. D'autant que le reste du groupe s'organise, qui va prendre la tête, qui va faire ci, qui va faire ça. J'ai pas envie de vous dire que les forces de l'ordre ne vont pas dormir. Donc, on va continuer dans cette déstabilisation-là jusqu'à épuisement. Donc, on ne peut pas dire que l'arrestation de ce dernier ne va pas produire d'effet. Par contre, je suis souvent très gênée lorsque j'entends certains acteurs politiques ou alors certaines personnes essayer de rappeler, n'est-ce pas, l'historique de la crise anglophone. Parce que je leur dis souvent, rappeler cet historique, c'est un peu justifier le comportement de ces enfants. C'est un peu dire, oui, ils ont raison, parce que hier on a fait ci, on a fait une conférence anglophone, et puis on n'a pas impliqué les anglophones, et puis si et ça, on a claqué la porte, on est parti. Non, il n'y a rien qui justifie ce que nous vivons aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, je l'ai toujours dit. Je dis bien, il n'y a rien qui justifie. D'ailleurs, hier, les populations étaient dans le doute, était un petit peu sceptique parce qu'ils se disaient qu'est-ce qu'on va soutenir. De l'autre côté, qui sont dans les champs, c'est nos enfants, il faut le reconnaître. Et puis de l'autre côté, il y a l'armée qui tente de nous protéger, de nous accompagner, de nous aider dans ce processus-là. Donc, les populations se sont retrouvées dans... J'ai envie de dire dans un labyrinthe où ils ne retrouvaient plus exactement quoi faire. Mais aujourd'hui, ça a été clairement démontré que même les populations se sont rendues compte que l'armée reste et demeure, j'ai envie de dire, le meilleur risque. J'insiste sur le mot, le meilleur risque. C'est-à-dire, oui, on a nos enfants, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'on est du côté de l'armée, ils vont nous décapiter. On a les Amazoniens qui sont nos enfants, lorsqu'on va vouloir les protéger, on sera en insécurité. Mais les populations ont compris aujourd'hui que l'armée reste et demeure le meilleur risque. Donc, il faut toujours que les démonstrations soient faites, que les actes civiques soient portés pour que la sécurité progressivement gagne du terrain de ce côté-là. Maintenant, lorsqu'on regarde l'arrestation de ce dernier, il faut se souvenir des recommandations du chef de l'État. Il l'avait clairement dit. Toutes les personnes impliquées de près, de loin,
dans cette action payeront tôt ou tard. Donc on ne peut pas se lever aujourd'hui et vous dire que l'arrestation de ci, de ça, ne portera pas de fruits. Non, progressivement ça porte des fruits. Malheureusement avec les guerres, nous le savons tous, on sait généralement quand ça commence, mais il est difficile de savoir quand ça va s'arrêter. Mais là, et c'est là où j'interpelle souvent les acteurs politiques que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, parce qu'à un moment, on avait des acteurs politiques qui l'utilisaient pour démontrer l'insuffisance du régime, l'insuffisance du système, l'incapacité même du chef de l'État à gouverner, et je leur disais attention, parce que ce que vous dites aujourd'hui, ça vous retrouvera demain, parce que chacun est appelé à gouverner. Tout à l'heure, on a vu, le MRC, il veut bien gouverner, le PCRN veut bien gouverner, l'AFP également veut bien gouverner. C'est parce qu'aujourd'hui, le RDPC est là que vous allez dire que non, parce que cette guerre perdue, parce que le RDPC est incompétent. Be careful. Ça, c'est une situation très sérieuse qu'il faut prendre en compte. Donc, vous dire sur ce plateau que le grand dialogue n'a pas porté de fruits. Il y a un autre élément que je déteste souvent entendre. Oui. Que l'on vous dise que lors du grand dialogue, on n'a pas pris des personnes clés, on n'a pas pris ce qu'il fallait, on n'a pas pris... Non. La crise anglophone est une histoire, ou alors ce qui se passe au nord-ouest ou au sud-ouest, concerne, je pense, tous les Camerounais. D'ailleurs, l'État avait tendu la main à tous les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, et des personnes qui avaient des contributions à donner, les données étaient les bienvenues. Donc on ne peut pas se lever et dire, non, il fallait prendre ci, il fallait prendre ça. Parce que ça donne l'impression que ceux qui étaient au grand dialogue étaient des Nigériens, des Norvégiens, des Allemands. Non, c'était des Camerounais. Très bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où nous devons s'inscrire en faux contre ce qui se passe de ce côté-là et dénoncer régulièrement les atrocités que l'on observe sans toutefois les justifier en disant c'est parce qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, parce que demain, vous gouvernerez aussi et les mêmes situations se produiront. On sort de ce sujet avec vous, Dr Lombat. Quel pourrait être l'impact de l'arrestation du sieur Ayabacho sur le mouvement sécessionniste? Vous savez, la jubilation des crises sécessionnistes ne se fait pas par les arrestations des gens. Non. Donc, c'est une crise qui est, à mon humble avis, très mal gérée. Parce qu'on connaît les instigateurs. On peut négocier avec eux, mais on refuse de négocier avec eux. On veut faire la force. Mais la force n'a résolu aucun problème. Mais je veux dire, au GDN, le GDN n'était pas une sorte de négociation. Je pense que le PCRN, à travers Cabral-Liby, a pris part aux travaux aussi, non? Mais bien sûr. Très bien. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais une chose est de prendre part aux travaux, et l'autre chose est de prendre en compte les résolutions et d'appliquer les résolutions qui ont été prises. Lesquelles ont été prises? Lesquelles ont été appliquées? Le statut particulier s'est appliqué? Est-ce que vous pensez que l'arrestation seule de ce monsieur, que je ne connais même pas, va résoudre le problème? Non. Comme l'a dit le maître, mais plusieurs hauts responsables de ce mouvement, ça n'a rien donné. Est-ce que les populations même sont d'accord avec ce... Vous savez, les populations ne sont pas obligées de suivre les leaders. Mais quand les populations suivent les leaders, posez-vous des questions. Au début, il n'a jamais été question de sécessionnistes. Moi, excusez-moi, je n'y crois même pas. Jusqu'à présent. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce qu'on voit bien que les anglophones, entre guillemets, du nord et du sud-ouest, se comportent exclusivement comme des Camerounais. Il dit exclusivement. Ce sont des Camerounais ou pas? Donc, du coup, on ne va pas se comporter avec les Camerounais comme ce sont des Norvégiens. Vous venez de nous parler d'un Norvégien qui alimente un conflit norvégien. Hein? Vous ne parlez pas d'un Camerounais. Il est norvégien. Et je vous assure que financer une telle structure étant en Norvège ou en Europe, toutes les transactions financières sont tracées. Donc c'est sûr. Vous ne pouvez pas dépenser des millions en France ou en Norvège sans qu'on en sache ce que vous en faites. Puisque vous devez déclarer vos impôts. Vous déclarez votre fortune. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut négocier. Et que, malheureusement, c'est au cas du RDPC qui n'ont pas accepté cette crise dès le départ, à qui on a donné le bâton pour gérer la crise. Et c'est un problème réel. Donc, je veux bien qu'on arrête des gens qui sont... Je veux bien qu'on les arrête. Oui. Mais, derrière... Il faut proposer, que ce soit en Colombie, que ce soit partout dans le monde, les crises sécessionnistes se sont toujours réglées
autour d'une table. Et ça, on le sait. Mais aujourd'hui, on nous dit que les immeubles sortent du ciel partout, au Nozo, partout, dans des zones dites en conflit. Dans des zones dites en conflit, on nous dit que les immeubles naissent comme des champignons. Mais c'est à se poser des questions. Très bien. Nous sommes à une élection, nous sommes à une année d'une élection. Qui va voter au nord et au sud-ouest? Qui a été élu dans les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale aux élections de 2020? Qui? Après qu'on ait chassé tout le monde. Je veux quand même que l'opposition regarde ces questions-là et pour une fois, qu'elle soit sérieuse sur la question du Nozo. On ne peut pas faire économie de cette question-là. C'est pas possible. Donc arrêtons de penser qu'une fois qu'on a arrêté tous ces gens-là, et ça va se passer seul. Non. Les cartes d'identité, depuis 7 ans, quand vous arrivez, on coupe un bout de votre carte d'identité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des réalités. Les gars ont marqué leur territoire. Est-ce que les policiers aujourd'hui, les militaires là-bas, portent les tenues? Allez vérifier, puisque vous dites tout le temps que vous allez aller sur le terrain vérifier. Allez donc vérifier, et c'est parce qu'ils ont même peur de porter les tenues. Et c'est des êtres humains, ils ont peur pour leur vie. C'est tout à fait normal. Mais il faut que le gouvernement, qui a le pouvoir... Je dirais quand même que j'ai été à Boya, j'ai quand même vu, je crois, 1 ou 2 personnes en tenue. Parce que le Nozo, c'est Boya. Le Nozo, c'est Boya. Et c'est 1 ou 2 personnes qui portent des tenues. Non, personne ne porte des tenues là-bas. Sinon, très peu. Très bien. Parce qu'ils ont le droit de protéger leur vie. Voilà. Combien de gens sont affectés et y vont? C'est ça les vraies questions. Donc, je peux vous rassurer que tous ceux qui sont dans ce deal-là de déstabiliser le nord-ouest et le sud-ouest, les pays où ils vivent sont au courant de cela. Tout est tracé. Si aujourd'hui, il y a peut-être une négociation, un accord entre le gouvernement et quelque chose se passe, mais informez-nous seulement. Mais nous n'en sommes pas du tout informés. Très bien. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, on puisse aller paisiblement, tous les jours, ce qui n'est pas possible. Il dit paisiblement et tous les jours, au nord-ouest et au sud-ouest. Paul Eyoum veut prendre la parole sur ce sujet encore. I just want to add something on their words that I'm listening to them. Because that man lives abroad and gives the orders to prohibit the life of other people here. So I think the claims don't justify the crimes. This man is a criminal. So there is a political problem, there is a crisis of safety. Now we are talking about this crisis of safety. The political problem, I think the government continues to try to get solutions about that. But now, I have a show and I forgot the name of the older Ayoub Tabe? Ayoub Tabe, exactly. And their friends, yes. And their friends took a political problem, to translate them on the crisis of safety. Now we have to take, we must talk one word. We don't want the crime in Southwest and Northwest. Stop crimes in Southwest and Northwest. And we are going to continue to try to get solutions. Très bien. 2 départements ministériels. No. Vous allez avoir la solution. This problem is a national. This is a problem. I know. This is a problem. This is a problem of national. Please, Mister. This is a problem of national significance. National significance means that is your problem. Is her problem. Is your problem. Is mine. Everybody. So everybody is concerned. 2 départements ministériels sont actuellement aux prises au Cameroun, à savoir le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la santé publique. Raison, les contrôles des débits de boissons, restaurants, casinos et lieux de loisirs par les agents du ministère de la santé publique. Dans une correspondance du MINAT adressée au MINSanté qui a fuité sur les réseaux sociaux, Paul Atagandi intervient
interdit sans façon la campagne de répression lancée contre la chicha, entendez, Pipao, par le ministère de la Santé publique. Qui plus est, ajoute-t-il, ces contrôles se font avec le concours des forces de maintien de l'ordre sans en référer au corps chargé du maintien de l'ordre et de l'encadrement. Alors, docteur Marcel Simon, on va y aller avec vous tout d'abord, parce que vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, parti proche du pouvoir ou parti au pouvoir? Qu'est-ce que vous préférez? Non, j'ai envie qu'on mette l'accent. Enfin, là, on va y aller. Je veux dire, vous préférez d'abord quelle dénomination? Plus en tant que sociologue. Pourquoi? Bon. Qu'elle me demande. Mais vous êtes quand même militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Puisqu'elle me demande, puisque j'agirais. Parti. Maintenant. Non, je veux dire, voilà, militante. Du peuple camerounais, mettez-le et communicant. Du RDPC. Voilà. Je veux dire, parti proche du gouvernement, parti proche du pouvoir ou bien parti au pouvoir? Je veux pas, non, vraiment. Je veux dire, en fait, des quatre invités. Oui, des quatre invités sur. Je suis communicante pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et j'ai bien voulu qu'on insiste sur le caractère de sociologue que je suis, parce que c'est ce que je vais étudier. Alors, je veux dire les premières questions. C'est ce que vous voulez vous aussi, non? Les premières, messieurs, maître, vous avez parlé quand nous viendrons, le président de la République ne sera pas chef d'un parti. Mec, vous avez parlé de... N'est-ce pas? Oui. Donc après la session de Camto au pouvoir, vous allez l'exclure du MRC, c'est ça? MRC. Bon, c'est la même chose, on se comprend. Docteur Marcel Simon, alors les premières, si j'insiste sur la casquette RDPC, c'est parce que les premières questions que j'aimerais vous poser s'adressent à la femme politique et pas à la sociologue. Donc, je le disais, des quatre sur le plateau, vous êtes la personne la mieux placée pour éclaircir certains points. Quelle est la réelle position, on va y aller rapidement d'abord, quelle est la réelle position du gouvernement camerounais sur la consommation, l'importation et la commercialisation de la chicha? Merci pour la question. J'ai bien voulu qu'on commence par le docteur parce qu'on avait du domaine de la santé sous la main. On ira avec le docteur. Oui, mais c'est bon. On va y aller rapidement d'abord, il faut le dire. Et moi. Voilà. Vous conviendrez avec moi, et je crois que tout le monde sur ce plateau serait d'accord avec moi. On a vu 1000 fois le MINAT faire des sorties pour interdire la chicha dans des espaces publics. Moi, j'appelle des espaces de loisirs et de plaisir. Voilà comment je les appelle pour les résumer. Donc, le MINAT a toujours fait des sorties pour interdire, et plus encore, notre jeunesse, parce que là, c'est la cible la plus touchée. Maintenant, à côté de ça, on a également vu les réactions du ministère de la Santé qui a démontré une fois, je veux dire, par plusieurs moyens, par plusieurs méthodes, combien cette, j'ai envie de dire, cette drogue, le docteur ne va pas me démentir là maintenant, cette drogue est dangereuse pour la santé et pire encore pour notre jeunesse. Donc, on est d'accord sur ce plateau que ce soit le MINAT, que ce soit le MINSanté, les deux sont contre l'utilisation de la chicha. Très bien. Ça, alors, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Très bien. Et j'ai été gênée par, à la suite, lorsque j'entends des analystes vous dire comment l'un voudrait... Non, les deux sont contre l'utilisation de la chicha. Tout comme l'arrêté de 2020, de 2022, qu'est-ce que je dis? Toujours, le MINAT a longtemps fait des sorties là-dessus. Vous avez lu la correspondance du MINAT adressée à son collègue du gouvernement, le ministre de la Santé. Voilà. Qu'est-ce que le ministre Paul Atangandi reproche exactement au ministre de la Santé? Encore une parfaite question, et là je suis très contente là cette fois-ci. Et je crois que le réel problème réside dans la méthode. D'accord. Le réel problème réside dans la méthode. Je vous ai démontré ici, le MINSanté est contre l'utilisation de la consommation de la chicha et même la commercialisation. Le MINAT est également contre l'utilisation, la consommation et la commercialisation de chicha. Maintenant, le problème réside dans la méthode. Je vais vous prendre un petit parallèle. Vraiment, permettez, on va comprendre. Avant la rentrée ou alors en cours de rentrée scolaire, on était dans la fermeture des écoles clandestines, vous vous souvenez? C'est-à-dire le ministre a instruit les délégués régionaux à fermer les établissements qui ne respectent pas les normes. Est-ce que vous pensez que le délégué régional a le pouvoir d'appeler ses amis, parce qu'il en a, ça je vais vous le dire, ses amis de l'armée ou alors les commissariats et tout, allons on va fermer les établissements? Non, il ne peut pas le faire. Alors il a fallu qu'on passe par les préfets, les sous-préfets, les préfets et le gouverneur pour qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, qu'ils nous fassent une mobilisation des forces de l'ordre pour que l'action soit établie. Donc le problème simplement réside au niveau de la méthode. Et je crois qu'à ce niveau, le ministre a été très clair. Il a demandé, il s'est inscrit en faux contre la manière avec laquelle les forces de l'ordre ont été mobilisées. Voilà le simple problème. Mais dans
l'utilisation ou alors dans la consommation de la chicha. Il faut bien le savoir. Je ne sais pas si on appelle chicha ou quoi. En fait, de cette drogue-là, les deux entités sont contre l'utilisation. Sauf que le MINAT est créé malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités administratives. Il m'est revenu que vos collaborateurs effectuent encore des descentes dites inopinées sur le terrain pour empêcher la consommation de chicha dans les débits de boissons, restaurants, casinos et les lieux de loisirs. Plus grave, je veux dire quand on dit plus grave en français, ça veut dire que ce qui arrive avant, ce qui est précédent est déjà grave. Mais ce qui va suivre est encore plus grave. Perturber la population. J'insiste encore en disant, Léla, nous sommes dans un véritable problème au niveau de la méthode. Donc ce qui arrive avant, c'est malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités administratives, il m'est revenu que vos collaborateurs effectuent encore des descentes sur le terrain pour empêcher. Donc ça, c'est déjà grave, en croire le MINAT. Non, je veux dire, c'est français. Non, j'ai envie de dire, la gravité se situe au niveau de la mobilisation des forces de l'ordre pour une action. Parce qu'on a des forces, on a la force administrative et la force judiciaire. Le véritable problème, c'est si vous dites la mobilisation des forces de l'ordre. Très bien. Et vous convenez avec moi que quel que soit le corps de métier dans lequel vous êtes, là, vous avez besoin des forces de l'ordre. Vous avez le président de la République, vous avez le MINAT. Maintenant, sur le terrain, on a le gouverneur, on a le préfet, on a le sous-préfet. Très bien. Alors, Je crois que voilà le véritable problème. Très bien. Maître Lavoisier-Tchapi, vous êtes également avec nous. Comment est-ce que vous analysez cette correspondance du MINAT, du ministre de l'Administration territoriale, adressée au ministre de la Santé publique? Il s'agit, c'est une cacophonie au sommet de l'État. Cacophonie provoquée par, c'est-à-dire que c'est l'exemple le plus patent que le pays n'est plus gouverné. On n'a plus quelqu'un au sommet de l'État. Sinon, on n'assisterait pas à ce genre de choses. Deuxièmement, nous avons un problème de constitutionnalité de loi dans notre pays. Nous avons un conseil constitutionnel dont on a bloqué la saisine. Parce que si moi, aujourd'hui, je vois une loi qui peut me nuire, qui viole la Constitution, je ne peux pas l'attaquer. Parce que il n'y a qu'un tiers des députés ou des sénateurs, il n'y a que le président de la République, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Le simple citoyen, contrairement à tous les autres pays, le simple citoyen n'a pas la possibilité, ou même un parti politique n'a pas le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Le ministre de l'administration territoriale n'a rien à voir avec la lutte contre la consommation des drogues. Il y a un médecin à notre côté. La consommation de la drogue est un délit pénal. Il y a une loi de lutte contre la cultivation, contre la détention, la consommation des stupéfiants. Il y a une loi pénale. Alors, le problème de la consommation des drogues est un problème de santé publique. Mais je rappelle quand même que c'est le ministre de l'Administration territoriale qui a signé l'arrêté du 7 mars 2022. C'est un arrêté qui viole la Constitution. La commercialisation. C'est un arrêté qui n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai parlé à l'entame du problème de la constitutionnalité des lois dans notre pays. Il y a 1001 lois dans ce pays qui violent la Constitution, que personne n'ose attaquer, même quand vous dénoncez. Si vous saisissez le Conseil constitutionnel, il vous dit que vous n'avez pas qualité. C'est la consommation de la drogue, parce que cette drogue-là, c'est une cigarette en eau. Parce que la chicha, c'est une pipe. On met de l'eau dedans, personne ne connaît la composition. Et madame l'a dit, docteur Simon, c'est une drogue très dure. Donc la consommation de cette drogue-là, c'est un délit pénal. Lorsque les responsables du ministère de la Santé descendent sur le terrain, ils descendent en tant qu'officiers de police judiciaire à caractère spécial. C'est-à-dire que c'est des agents qui ont prêté serment et qui ont compétence pour constater la violation de cette loi-là, pour interpeller les auteurs et les déférer en justice. Je vais vous prendre un deuxième exemple, la douane. Quand les douaniers se rendent compte qu'il y a des médicaments contrefaits, qui sont détenus par un citoyen, ou que ces médicaments
sont stockés dans un domicile ou que c'est en train d'arriver. Qu'est-ce que les douaniers font? Les douaniers font une réquisition à force de... Parce que les forces de maintien de l'ordre, les policiers, les gendarmes, c'est des officiers de police judiciaire. Et les officiers de police judiciaire sont sous les ordres du procureur de la République. Pas du sous-préfet ou du préfet. Ils sont sous les ordres du procureur de la République. Les douaniers et les agents de santé adressent des réquisitions au procureur de la République. Vous ne pouvez pas voir un gendarme qui descend avec un officiel de la santé sans être muni de la réquisition du procureur. Ils ont ça. Et ils le savent. Le procureur... Le MINAT, lui, il a parlé de la police administrative, je veux dire... Oui, la police... Voilà. Lorsque le MINAT parle de la police administrative, la police administrative intervient dans le cadre du maintien de l'ordre public. C'est de ça qu'il s'agit. Et le ministre a parlé du maintien de l'ordre public. J'ai été très surpris, que le ministre, que le MINAT dise que interpeller quelqu'un qui fume la drogue crée un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est en train de commettre une infraction, quelqu'un qui est en train de violer une loi, vous l'interpellez, le MINAT vous dit, vous êtes en train de créer un trouble à l'ordre public. C'est ce qu'il y a dans sa correspondance. Hein. Il dit que l'interpellation de ces gens crée un trouble à l'ordre public. Mais ce n'est pas possible. Qu'on arrête des bandits et des gens qui sont en train de fumer pour aller perpétrer des exactions, et on vous dit que ça crée un trouble à l'ordre public. C'est vraiment, c'est pas bon. Et le ministre, le MINAT, moi je pense que le MINAT n'est pas le supérieur hiérarchique du ministre de la Santé. Il n'a aucun droit d'écrire directement au ministre de la Santé. Il y a un premier ministre dans ce pays. S'il y a quelque chose, ça pose le problème de la solidarité gouvernementale. Si un ministre se rend compte, même si on pouvait dire que c'est vrai, et ce n'est pas vrai, le ministre Atanga dit à tort, il faut que l'État le reconnaisse. Que le ministre Atanga n'a aucun droit de faire ça, et que sa correspondance protège et encourage, comme fume la chicha. Donc je dis qu'il devait faire une proposition de correspondance au Premier ministre. Si le Premier ministre trouve que la correspondance est bien, le Premier ministre vise. Très bien. Et il la sert. Mais la correspondance là, il a écrit de manière très discourtoise à son collègue et il emplit, non pas au Premier ministre, mais au secrétaire général des services du Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre lui n'est pas visé pour le ministre de l'AT. Le Premier ministre n'existe même pas. On est dans quel genre d'État? On est dans quel genre de gouvernement où les gens se comportent comme ça là? Docteur Lambat, il faut le dire. Donc, moi, pour chuter, oui, vous terminez. Je crois que le Premier ministre devait sommer le ministre de l'administration territoriale de retirer sa correspondance. Parce que cette correspondance est nuisible pour la lutte contre la consommation de cette drogue dans notre pays. Docteur Lambat, il faut le dire. C'est impardonnable qu'un ministre se comporte comme ça. Il faut le dire que cette sortie cette correspondance du ministre de l'administration territoriale a alimenté la polémique cette semaine sur les réseaux sociaux, une sortie qui casse tous les codes d'usage administratif. Est-ce qu'il faut comprendre que le style Paul Atangandi s'impose désormais à tout le monde? Non, moi je vais demander à Maître Tchapi de se calmer, parce que nous au PCRN, on l'a subi. Vous savez, nous sommes restés un matin et on nous a dit que c'est un ex-président exclu qui va aller représenter le parti à Elekam. On était assis, hein, pendant que nous sommes au tribunal. Donc on a déjà tout entendu. On a tout entendu, c'est pour ça qu'on est serein devant cette... Et on a gagné je ne sais pas comment il va se comporter. On a gagné tous les procès, ben on va voir comment il va se comporter. Mais comme disait Leïla, peut-être c'est une méthode qu'on veut nous imposer. Mais je veux d'abord dire aux gens que la cigarette et la chicha, c'est la même chose. Ouais. Sur le plan toxique, et là, c'est le médecin qui parle. C'est la même chose, avec les mêmes conséquences pulmonaires et les mêmes conséquences cardiovasculaires et tout le reste. C'est la même chose. En plus, la chicha comme la cigarette, vous allez dans des milieux parfois fermés où les gens vous rejettent. La fumée donc impose à ceux qui ne fument pas d'encaisser. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne chose.
on ne va pas copier l'Europe, on autorise déjà aux gens à fumer le chanvre, entre guillemets, ce qu'on appelle le banga, couramment ici chez nous. Nous n'en sommes pas encore là. Et moi, je vous dis, le ping-pong, est-ce que vous trouvez une différence entre ce qui s'est passé entre l'Africa Foot et le ministère des Sports et ce que je ne vois pas une différence. Le ministre Santé n'a pas répliqué. Même pas sur Twitter. Il fallait même pas. Il a raison. Elle vous ressort la différence? Non, j'ai dit, sur le fond, c'est la même chose. Avec chaque fois, la haute hiérarchie qui n'intervient pas. C'est pour ça qu'on parle de cacophonie. Parce que là, on parle quand même d'un ministre qui s'agresse à un autre ministre, qui sont, à mon humble avis, au même niveau. Peut-être, vous savez, on nous a dit une fois ici qu'on avait 13 ou 15 ministres et que les autres étaient là pour... Peut-être c'est à cet égard qu'un ministre peut se permettre. Mais un ministre ne peut pas être là pour compléter le gouvernement. Non, moi je parle des faits. Encore moins un ministre santé. Désolé, mais écoutez, de quel droit donc il se permet d'écrire à l'autre? Puisque vous nous faites des leçons de solidarité gouvernementale. Non. Il y a des communiqués, il y a des communicateurs dans chaque ministère, il y a des cellules de machin et tout. Mais on n'a pas besoin de cela. Et je ne veux même pas entrer dans le fond, parce que c'est ce qui est dit déjà même très grave. C'est grave. Très bien. Si les gens s'amusent à vouloir laisser des gens, parce qu'on a simplement peur de faire des mécontents, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je lis ça, je me dis, l'ordre public, ça intervient où là? C'est ceux qui fument là, qui sont responsables du désordre public. C'est eux qui sont responsables. Et on ne peut pas accepter ces gens de remontrances, simplement. Simplement que l'habitude de faisant peut-être le lit de larron, on est là en train d'accepter tout et n'importe quoi. Mais je veux quand même préciser que on accepte de commenter ces choses-là. Mais je ne sais pas si tous ces courriers-là, effectivement, sont authentifiés. J'espère, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise demain, après-demain, que bon, c'était un fake. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité de scanner les signatures des gens et tout ça. Et puis, comme on ne veut pas qu'on parle de la présidence, on nous balance ça comme ça. Et puis dimanche, nous perdons tout le temps à parler. Et puis, il va rester 10 minutes pour parler de politique. Paul Eyom, votre homonyme ne mentionne pas, parce que c'est votre homonyme quand même, vous partagez le même prénom. Alors, le ministre Paul Atanga-Nji ne mentionne pas le contrôle survenu dans ce célèbre restaurant de Yaoundé, mais est-ce que vous faites le lien entre la sortie du MINAD et ce qui s'est passé, je le dis encore, dans ce restaurant? On a tous vu les images. Bien sûr, il y a un lien. Le lien, c'est qu'il y a eu un fait et le communiqué vient par la suite. Et le communiqué parle précisément de la perturbation de la population, etc. Vous avez qu'à pas le communiqué, le courrier, attention, je parle le communiqué, le courrier, la correspondance, merci. Quand j'ai lu la correspondance, je vous assure, je me suis mis à rire. Bête a pu la voici parler même de ça tout à l'heure. Et j'ai voulu que vous donniez la parole d'abord à la représentante du RDPC, parti au pouvoir, proche du pouvoir, selon les termes qu'ils veulent. Et son explication m'a conforté que j'avais bien compris la lettre. En fait, le MINAD est en train de dire aux forces de l'ordre que si tu arrives dans un quartier, tu trouves un jeune qui fume ce qu'on appelle le cure prosaïquement, ou bien Youm le bébé d'or, comme c'est la chanson sur les réseaux sociaux, il est là, il fume. Toi, l'agent policier, gendarme, tu ne peux pas l'interpeller parce qu'il faut que le préfet, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur te donne l'instruction d'interpeller quelqu'un qui est en violation de la loi parce que la loi interdit la consommation de la drogue. Donc quelqu'un peut être au quartier, là, on fume le banga. Il ne doit pas être inquiété sur le MINAD parce que le sous-préfet, le préfet, le gouverneur n'a pas donné l'ordre de l'arrêter. Est-ce que nous sommes encore dans un état, Lilian? Et ça pose un problème, c'est qu'au Cameroun, nous avons réussi quelque chose par miracle. On a tellement personnifié les fonctions, c'est-à-dire que les hommes ont mis leur personnalité dans la fonction au point où la fonction est maintenant en deçà des intérêts personnels. Parce que quand vous lisez la correspondance, il vous dit, nous avons tous vu la vidéo, où la police arrive sur le terrain. D'abord, il vous dit qu'il faudrait que les membres du ministère de la Santé, parce qu'il y a une note, il faut rappeler aux populations qu'il y a le ministre de la Santé qui a pris une note d'interdiction de la consommation de la chicha. Et ce n'est pas le seul endroit. Les policiers sont allés dans plusieurs endroits, il n'y a jamais eu de problème.
Ils sont arrivés, ils ont exécuté la mesure administrative du ministre de la Santé, c'est l'interdiction de la consommation de la chicha. Là-bas, ils arrivent, comme on voit sur la vidéo, il y a des gens qui veulent s'interposer, s'opposer à l'application d'une mesure administrative. Ça veut dire que le MINAT lui-même est en train de dire que s'il donne une instruction, les gens sur le terrain il accepte que les gens s'opposent à l'instruction qu'il a donnée. Et tout cela, pourquoi? Parce que lorsque là, je ne vais pas entrer dans les rumeurs des réseaux sociaux, des amitiés, des acquaintances qu'il y a entre X, etc., etc. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Il y a un grave problème au Cameroun. Il y a un grave problème. Or, le MINAT, lorsqu'il donne, lorsqu'il écrit dans sa correspondance, on voit très bien disons le ton, l'expression. C'est comme s'il donnait l'instruction à un gouverneur de région et il dit au ministre de la Santé qu'ils allont déjà parler dans les réunions avec le gouverneur de région. Donc, ceux qui ont le monopole de l'administration camerounaise, moi, je ne comprends pas. Il leur a donné l'ordre. Il leur a donné l'ordre. De faire cesser ça. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que et ça explique justement pourquoi le gazon, c'est que lui, il est médecin, ce qu'on appelle le gazon, pour lui faire, au vu aussi de tout le monde, lui faire rien. Et il y a un lien étroit avec ce que Zhang disait aujourd'hui. Le fait qu'on puisse interpeller des gens et on les retrouve libérés, puisque je rappelle juste que Charles Élisan est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qu'il est conseiller municipal à la deuxième. C'est une très bonne chose. C'est d'abord un Camerounais avant tout. Et c'est lui que nous avons eu au téléphone tout à l'heure. Et c'est d'abord un Camerounais avant tout. Lorsqu'il parle d'un individu qui ici ne connaît pas les fiefs de vente de drogue, de tous ces machins. C'est pour ça que moi, depuis des années, si vous voulez revoir toutes mes émissions depuis à peu près 5 ans, je demande toujours qu'il y ait le retour de ce qu'on appelait avant commandement opérationnel, mais de manière encadrée cette fois. Parce qu'à l'époque, moi j'étais petit, mais pour que quelqu'un dise même seulement mouf, un Nino Kati réfléchissait 3 fois. Parce qu'il savait qu'ici, si je suis dans la déviance, je marche avec un type d'individu, vous voyez, les gens sont armés, vous voyez les agressions. Hier, je faisais la remarque avec un frère. Regardez, si vous circulez à Douala, vous conduisez, regardez les visages des Benskrineurs la nuit. Quand vous voulez regarder seulement l'expression faciale, le visage même, mais vous vous posez les questions, soit tantôt, vous demandez c'est les Camerounais, et si c'est les Camerounais, ce n'est pas les agresseurs. Vous voyez, les gens se baladent partout aujourd'hui. Mais ils n'ont pas acheté ces visages-là. Non, mais attendez, non, j'ai bien lu ceux de la nuit. Pourquoi ceux du jour sont différents? Parce que le bandit même d'abord, le bandit justement, homme il l'emprise, le bandit même d'abord, il n'a pas d'hygiène de vie, il est d'abord quelqu'un qui est bizarre. Délit de faciès. Non, dis ça comme vous voulez, il est d'abord quelqu'un qui est... Je suis sûr que c'est le Yef ou c'est le Zéfi que vous allez appeler, si vous le voyez, vous n'avez pas besoin de demander, vous savez que celui-ci c'est un bandit. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut que les forces de police et de gendarmerie Je peux vous opposer les personnes qu'on a souvent pris pour, dans le cadre de l'opération Épervier qui ne ressemblaient pas. Donc. Non, l'épervier là-bas, ce n'est pas la même chose. Non, vous êtes des bandits encore, c'est des gens qui sont élégants, qui sont beaux comme le docteur Lombaté. Là, ce n'est pas la même chose qu'on parle. Nous, on parle de celui qui agresse les populations au quartier, au quotidien. C'est eux qui consomment la drogue, c'est eux qui connaissent les réseaux de drogue, c'est eux qui connaissent tous ces trucs. Donc, il faut à un moment donné, je crois que le MINAT, étant donné qu'il ne va pas revenir sur ce qu'il a fait, mais il faudrait qu'il y ait un rappel à l'ordre du que, monsieur le ministre, nous sommes là dans le cas d'application de mesures administratives. Et à défaut de vous taire, bien vouloir laisser le ministre de la Santé et les agents qui sont mis à leur disposition s'assurer l'application de la mesure administrative, tout simplement. Très bien. Docteur Simon, on a beaucoup parlé de coordination de l'action gouvernementale. Quelle est l'instance ou même qui assure la coordination de l'action gouvernementale dans notre gouvernement au Cameroun? Lélie, avant de répondre à vos questions, je vais revenir sur un élément parce que c'est très important. Donc vous revenez, puis on revient sur mes questions. C'est très important parce que je continue à dire, une fois j'ai vu des communiqués, des courriers, des sorties du MINAT interdisant... Non, c'est pas des fakes, monsieur. Okay. C'est très sérieux. Oui. Allez-y, docteur. On a vu des actions menées par le MINAT interdisant la consommation de chicha et on voit également les actions du ministère de la Santé interdisant la consommation de la chicha. Donc le problème se pose plus au niveau de la consommation de la chicha. Je n'ai pas voulu entrer dans ce qui s'est passé sur les vidéos, mais je vais aller peut-être plus loin pour vous dire que ce n'était pas dans une seule. Il y avait environ 4
4 grands espaces de plaisir, moi j'appelle ça comme ça, qui ont été visités ce jour-là. Et lorsqu'on parle de l'ordre public, vraiment, il y a un véritable désordre qui a été orchestré à ces endroits-là et qui a entraîné même des blessés, des situations où on n'arrivait plus à contrôler, au point où on finit par appeler un préfet ou un sous-préfet. Il vous dit il n'est au courant d'aucune opération. Donc moi, je voudrais simplement qu'on insiste sur la méthode, comme je l'ai dit au départ. Parce qu'en réalité, les deux acteurs sont là pour le bien-être des populations, donc, pour leur montrer que telle action ne doit pas être posée parce que ça nuit à la santé, parce que c'est dangereux, c'est extrêmement nocif pour la santé. Revenons dans mes questions, docteur. Quelle est l'instance autour de laquelle le gouvernement camerounais coordonne son action et qui assure cette coordination? Léla, nous avons un gouvernement qui est établi, que tout le monde connaît, qui commence par le premier ministre, qui est d'ailleurs chef du gouvernement, et les autres acteurs qui l'accompagnent. Donc si le Premier ministre est celui, justement, si le Premier ministre est justement celui qui coordonne l'action gouvernementale, comment est-ce qu'il faut analyser le fait que le MINAT ne se soit pas référé à lui pour dénoncer, je veux dire, ce qu'il considère comme des travers du ministre de la Santé publique? J'ai envie de dire que je suis peut-être d'accord avec vous. J'aurais peut-être. Est-ce que le MINAT est en posture de recadrer? Je veux dire, je pose la même question, mais d'une autre façon. Est-ce que le MINAT est en posture de recadrer le ministre de la Santé publique du Cameroun? Il est là. Je parle d'hierarchie décisionnelle. J'y arrive. Oui, ça on a compris. Oui. Mais lorsque je commence à vous dire que c'est un problème de méthode, c'est que j'aurais voulu que ça se passe autrement. Je suis de cela. Comment est-ce que ça devrait se passer? Et là, on l'a dit, je crois que le Dr Lombat a été clair ici en vous disant, oui, le MINAT pouvait constater, en fait, selon lui, ce qu'il a constaté, il se rapproche du Premier ministre, et puis le Premier ministre, naturellement, devrait interpeller peut-être le ministre Santé pour essayer de voir comment encadrer l'action. Parce que le véritable problème, l'objectif premier ici est d'amener les donc voilà comment ça devait se passer. Maintenant ça s'est pas passé comme ça dans les faits. Donc je veux dire, ça s'est pas passé comme ça dans les faits. Est-ce que vous pensez que le MINAT sera rappelé à l'ordre? Léla, si j'étais du MINAT, c'est peut-être pour ça. Je crois que personne sur ce plateau je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'au début, c'est pour ça qu'au début, je veux dire non. Je peux répondre à cette question. Docteur, je ne sens pas. Vous vous souvenez qu'au début, mais je vais vous dire, le MINAT dans son rôle. Non, vous vous souvenez qu'au début, je vous ai demandé, je vous ai dit que vous êtes militant du Rassemblement démocratique. Oui, je suis d'accord. Et vous vous souvenez également que j'ai dit parti au pouvoir ou parti proche du pouvoir. Vous vous souvenez également que j'ai dit que des cadres sur le plateau, vous êtes celle qui est plus à même d'apporter certaines précisions. Donc, est-ce que vous pensez que le MINAT sera rappelé à l'ordre? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, malheureusement, Léla, personne sur ce plateau n'est mieux placé pour savoir si le MINAT sera rappelé à l'ordre ou pas. Parce que lorsque vous parlez de rappeler à l'ordre, on a l'impression que le MINAT a faussé. Non, mais je veux dire, vous avez dit exactement comment ça aurait dû se passer. Je vous ai demandé qui coordonne l'action gouvernementale. En vous disant, Léla, le MINAT est responsable de l'ordre public. Et en tant que responsable de l'ordre public, il doit s'assurer que cet ordre soit maintenu par tous les moyens. Qui t'a violé? Je vous en prie. Je vous en prie. Il est dans l'obligation de s'assurer que cet ordre soit respecté par tous les moyens. Je veux dire, quitte à violer le pouvoir du Premier ministre, je n'ai pas envie de rappeler ce qui s'est passé en 2019 lors du grand dialogue national, où je le dis presque chaque fois qu'on parle du ministre de l'administration territoriale, où le Premier ministre a dit voilà, tous les sujets seront sur la table, on parlera du fédéralisme, et le ministre de l'administration territoriale est allé sur une chaîne étrangère, dit non, on ne parlera pas du fédéralisme. Je veux dire, quitte à ne pas respecter la fonction du Premier ministre, parce que vous également, vous savez que tout le temps, on se demande à quoi finalement sert le Premier ministre dans ce gouvernement. Quelles sont les missions du Premier ministre? Est-ce qu'il coordonne réellement? Est-ce qu'il a vraiment la main mise sur son gouvernement? Non, nous savons tous que le Premier ministre est chef de gouvernement. Ça, nous le savons, c'est indiscutable. Je dis bien, on aurait bien voulu que l'action ou alors les choses se passent autrement. Mais je dis tous les deux. Autrement, c'est-à-dire normalement. Autrement, c'est-à-dire normalement. On aurait voulu que ça se passe. Surtout, je vais vous rappeler que c'était des confidentialités. Parce qu'il y a un autre élément qu'il faut souligner. Comment est-ce que ça apparaît sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas vraiment eu envie de pousser jusqu'à ce niveau-là. Parce que c'est écrit là, confidentiel. Et on se demande, mais très confidentiel. Donc, pour bien se poser la question, mais comment est-ce que des actions très confidentielles se retrouvent dans des carrefours? Donc, je suis en train de dire, j'aurais bien aimé que des choses se passent autrement. Ça, il faut le dire, parce qu'on est dans le très confidentiel et subitement, on ouvre, on se réveille un matin à 5
5 heures et puis tout le marché est au courant de ce qui se passe. Pourtant, c'est écrit confidentiel. Voilà autant de questionnements qu'il faut bien se poser. C'est pourquoi je dis, il faudrait bien qu'on agisse autrement. Honnêtement. Allez-y, docteur. Honnêtement, ces bars-là, ces gargotes doivent fermer à quelle heure? Parce que je vois des ministres s'équiper, alors que le minimum, il y en a qui devaient fermer à 21h. Donc, oui, il y a des ventes à porter. Il y a une certaine catégorisation de ces espaces. Parce que les gens veulent le pouvoir, mais ils ont le pouvoir d'arrêter les choses. Toutes ces choses se passent à des heures parfois, 2h, 3h du matin, où toutes ces structures sont censées être fermées. Et vous ne pouvez pas dormir chez vous, que ce soit à Bonabéry, que ce soit à Deido, que ce soit même dans des villages aujourd'hui. Les gens, les rues de la joie, prolifèrent partout et personne ne dit rien. On vient nous parler des choses quand même qui sont terribles. Que les ministres fassent un peu ce pourquoi ils sont payés. Voilà. Maître Tsapi, comment est-ce qu'il faut comprendre le fait qu'une action de cette envergure-là, intentée par un ministère comme celui de la Santé publique, ne soit pas coordonnée avec le ministère de l'administration territoriale? Pourtant, la défense et la sûreté nationale sont mises à contribution. En fait, j'interroge avec vous la coordination du gouvernement camerounais. Est-ce que notre gouvernement donne l'impression d'être coordonné dans sa politique, dans les actions sur le terrain? Non, pas du tout, parce que, en fait, le meilleur cadre de coordination de l'action gouvernementale, c'est le Conseil des ministres. La dernière fois que le président de la République lui-même a présidé un Conseil des ministres, c'était en 2014. Non, en 2019, quand même, après le remaniement ministériel, le 4 janvier. 2019. Oui. Bien. Vous ne pouvez pas me dire la dernière fois que le Premier ministre a tenu un Conseil des ministres. Un conseil de cabinet tous les mois. Tous les mois. Le conseil, mais en fait, le conseil de cabinet devrait se tenir toutes les semaines. Le conseil de cabinet devrait se tenir toutes les semaines. Qu'on voit quelle action le gouvernement a menée dans la semaine, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles, les impacts, et on corrige. Et tous les mois, même, ce n'est même pas... C'est pas certain, ça se tient pas ça se tient, les conseils de cabinet se tiennent tous les mois. Ça devrait être le meilleur cadre dans lequel on coordonne l'action gouvernementale. Mais vous savez bien que, et moi je le dis en connaissance de cause, il y a des ministres dans ce gouvernement 2-3 fois plus puissants que le Premier ministre. C'est vous qui le dites, maître. Qui, pour prendre leurs décisions, ne demandent même pas l'assentiment du Premier ministre. Je le dis. Et pour le problème, la question que nous débattons, oui. Moi j'ai donné mon point de vue. La loi sur il ne faut pas que le ministre de l'administration territoriale utilise le prétexte de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est quoi? Il y a maintien de l'ordre dans quelles circonstances? C'est une notion juridique, ce n'est pas une notion politique. Le maintien de l'ordre. La bagarre générale qui a été organisée. Oui, mais quand on trouve des gens en flagrant délit, des gens qui sont en train de commettre des infractions, des gens qui sont en flagrant délit, ils sont en train de commettre des infractions. Sans vous couper, apparemment, ce n'est pas les consommateurs qui bagarraient. Hein. C'était donc qui? Non, je vous en prie. Vous avez vu, vous n'avez pas prendre. Ce n'est pas les consommateurs qui bagarraient. J'insiste sur l'ordre public. Non. J'insiste sur l'ordre public. Si les militaires empêchent qu'on arrête des gens qui consomment la drogue. Je ne sais pas, mais je vous dis bien, j'insiste sur l'ordre public. Et je continue de dire, le ministre dans son rôle, le ministre Santé est dans son rôle. Allez-y, poursuivez, Maître Tsapi. Donc, je voudrais vous dire que les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ne sont mises à la disposition. Ne peuvent être... Enfin, la loi sur le maintien de l'ordre dit que quand il y a trouble manifeste à l'ordre public, le préfet, le gouverneur ou le sous-préfet peuvent requérir la force publique pour intervenir. Ils sont des patrons même. Le ministre de l'AT dit que les forces de maintien de l'ordre sont mises à leur disposition. Mais maître, voilà justement, pour le principe et prérogative des autorités. Quelles sont les autorités justement qui ont compétence pour mobiliser la police administrative au Cameroun? C'est les autorités administratives. C'est des autorités administratives. C'est-à-dire préfet, sous-préfet, gouverneur. Très bien. En cas de trouble à l'ordre public. Donc, normalement, dans ce cas précis, les agents du ministère de la Santé
munis des réquisitions du procureur de la République. Parce qu'ils ne descendent pas, moi j'ai insisté là-dessus, ils ne descendent pas sans réquisition. Ils ont les réquisitions que le procureur a signées. Pas le sous-préfet, pas le préfet, pas le gouverneur. C'est au cas où ils sont dépassés qu'à ce moment, ils peuvent faire le rapport. Ils peuvent même d'urgence saisir téléphoniquement les autorités administratives. Et quand l'autorité administrative se rend sur les lieux, il vous dit qu'est-ce qui vous amène ici? Ils vont sortir leur réquisition. Très bien. Et montrer. Et ils sont dans la légalité. Donc, souvent, la police accompagne. Hein. Oui. Parce qu'il y a des réticences et là, du coup... oui, la police accompagne. Justement, c'est pourquoi j'insiste sur la notion qu'il fallait être accompagné. Non, donc, ce que je veux dire, ils peuvent, les agents du ministère de la Santé n'ont pas besoin des sous-préfets et des préfets pour descendre. À partir du moment où ils sont couverts par une réquisition du procureur de la République. Et que cette réquisition leur permet de prendre les forces de maintien de l'ordre. Ils s'adressent au commandant de brigade ou au commissaire de police, il dit voici la réquisition, mettez les agents à ma disposition. Très bien. On met les agents à leur disposition pour les couvrir. Ils n'ont pas besoin de passer par le préfet ou par le sous-préfet. Le ministre de l'AT a tort quand il pense comme ça là. Paul Eyoum, Maître Lavoisier de Sapie a justement parlé des conseils de cabinet que devrait tenir le chef de l'État régulièrement. On l'a dit sur ce plateau, le dernier conseil de ministres, qu'est-ce que je dis? Le dernier conseil de ministres a été tenu le 4 janvier 2019, au lendemain du remaniement, réaménagement ministériel. Quel est selon vous l'impact de l'absence de ces conseils de ministres sur le fonctionnement des membres du gouvernement au Cameroun? Avant d'y arriver, je voudrais dire, Maître Lavoisier, il a dit quelque chose de très important par rapport aux réquisitions. Est-ce que vous pensez véritablement que les forces de l'ordre que nous avons vu ces vidéos, ou des forces de l'ordre peuvent aller sur le terrain sans avoir une instruction? Non. Puisque les agents... Je confirme ce que vous êtes en train de dire, en fait. Ils ne peuvent pas. Oui. Ça veut dire que quand vous voyez les forces de l'ordre sont en train d'agir dans une opération, ça veut dire qu'ils ont eu l'instruction. Et puis l'instruction qui vient dans le cadre de la justice ou de l'autorité administrative. Vous comprenez un peu? Cela veut donc dire qu'ils sont arrivés sur le terrain, c'est parce que ça a cuit, comme on dit au quartier, entre guillemets. C'est pour ça que vous voyez tout ce qu'il y a là. Ils sont peut-être, entre guillemets, je me dis même peut-être arrivés au mauvais endroit. Ils sont tombés sur un réseau. C'est ça que peut-être ils sont arrivés au mauvais endroit. Et on a demandé qui leur a dit d'aller là-bas. Et puis maintenant, comment poser les questions, chacun dit que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est souvent comme ça. Donc, et je dis quand le docteur Lombard parlait, mais il demandait pourquoi on ne fait pas 23 et tout. Mais les gens les tontines le samedi et le dimanche, qui ne sait pas que les commandants de brigade, les commissaires, les agents vont de bas en bas prendre 1000 francs tous les soirs? Qui ne le sait pas? Non, vous m'apprenez. Donc vous le savez. Il nous apprend. Nous tous on le sait, sauf si vous voulez me dire. Non, moi je parle des agents de la police et de la gendarmerie. Je parle des agents de la police et de la gendarmerie qui vont dans les bars. Et lorsque vous demandez à ceux qui servent dans ces lieux de bar, à ceux les gérants des lieux d'exploitation, ils vous disent que non. On a juste donné 1000 francs. Je vous parle des faits. Je vous parle des faits. Si vous voulez, ce soir, on prend les caméras de STV, on va sur le terrain, on se met, on attend 22h, 23h. Quand le pic de la police passe, il est censé vous dire c'est l'œil, vous fermez. Si il passe et vous continuez, vous ne voulez quand même pas prendre les gens pour le con. Si vous voulez, on mène une enquête. Or, c'est des choses qu'on met dans le cadre, entre guillemets, de la tolérance administrative. Parce que nous, les Camerounais, nous aimons bien vivre, etc., etc. Mais nous n'en faisons pas particulièrement un problème. Mais c'est pour dire que s'il y a des choses qu'il faudrait revoir, c'est peut-être celle-là. Et non celle-là où on est en train de mettre en application la mesure administrative. Parce que là-bas, bien qu'il y ait les nuisances sonores et tout, le MINAT quand même ne tape pas le poing sur la table. Il essaie d'être compréhensif. Pourquoi, lorsqu'on applique maintenant quelque chose qui concerne la santé, qui est un problème de vie humaine, c'est là où il vient agir. Il y a un problème. C'est de ça que je parle. Pour évoluer sur... Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, les gens ont l'habitude de dire que le temps du président n'est pas le nôtre. Nous, on a déjà compris. Au Cameroun, le président Paul Biya, il est l'alpha, il est l'oméga. S'il dit qu'il y a le conseil des ministres demain matin, les mêmes gens qui vous disent aujourd'hui que c'est son temps, ils vont dire que non, c'est lui qui connaît, c'est le meilleur temps. Lorsqu'il dira qu'il n'y a pas le conseil des ministres demain, tout le monde dira pourquoi vous voulez qu'il y ait le conseil. Je parle des amis de Marcel Simon.
Certains nous ont expliqué que le président de la République n'a pas besoin de conseil des ministres pour savoir si les choses marchent. D'ailleurs, ils nous disent toujours, il n'est pas allé là en déplacement, la République fonctionne, c'est ce qu'on nous dit. Donc maintenant, si c'est qu'on veut s'arc-bouter sur le fait qu'il n'y ait pas le conseil des ministres ou encore que le conseil de cabinet, vous savez d'ailleurs qu'il y a certains ministres qui ne vont même pas au conseil de cabinet parfois, vous le savez, pour des raisons où, c'est eux-mêmes qui ont les raisons. Quand il dit peut-être ça peut être des raisons d'empêchement, ça peut être des raisons de décision personnelle. Lorsque aujourd'hui on remet l'autorité du Premier ministre sur la place publique, comme on le fait depuis des années, genre Camus, ça pose un problème. Mais vous avez vu le dernier conférence de la FECAFOOT et le MINSEP, tout le monde a vu les hautes vraies instructions qui sont venues du Premier ministre dans le cadre de la confrontation entre le Cameroun et je crois la Namibie, où le match s'est joué à Garoua. Cela veut dire que le Premier ministre doit être forcément dans une posture où il a été nommé par le président de la République, il remplit sa mission, il rend compte au président de la République. Ceux qui estiment dans le gouvernement, qui peuvent estimer, qui peuvent penser qu'ils sont au-dessus de lui, ça les engage. Lui, il fait son travail et il remplit sa mission auprès de son patron qui est le président de la République. Donc ne lui demandez pas d'entrer dans ne lui demandez pas d'entrer dans ces histoires de batailles, de guerres et de clans qu'on vit au sein du gouvernement. Je pense que le Premier ministre, certains peut-être, pense qu'il est un homme, je dirais, je ne crois pas personnellement, je précise, pense qu'il est un homme peut-être, je ne sais pas, vous voulez dire passif, mais je pense plutôt pour moi, quand je vois son attitude, c'est la grandeur. En fait, vous comprenez un peu, parce qu'on n'a pas toujours besoin de descendre dans certaines choses, c'est la grandeur. Et il faudrait qu'un jour ou l'autre, ceux qui sont membres du gouvernement comprennent, comme on a eu le ministre Peter Mafayi Moussongue, on a eu les autres, que le Premier ministre reste le Premier ministre. Très bien. Docteur Lombard, j'insiste sur la question du Conseil de ministres. Est-ce qu'il est possible pour les collaborateurs du chef de l'État de traduire sa vision sans véritable Conseil de ministres? Je veux dire, vous êtes le maire de Kondjok. À quelle fréquence est-ce que vous teniez, par exemple, vos conseils municipaux? Le conseil municipal est hyper important pour le fonctionnement de la mairie, tout comme le conseil des ministres. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc les gens estiment, vous voyez, toute cette cacophonie, c'est dû à quoi, simplement? C'est la cohésion gouvernementale. C'est ça. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau pour que le pays fonctionne. Ça donne ce que ça donne là. Mais vous ne pouvez pas vivre ce que inventer. Si vous voulez faire la démocratie, vraiment, appliquer toutes les règles de la bonne démocratie, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement où les ministres ne s'appellent pas, où ils se tapent. Il y a 1 mois et demi, j'étais sur ce plateau, ou 2 mois, on parlait de ministres qui tapaient sur les autres. Ici, 2 mois après, on se retrouve pour les mêmes choses. Donc ça s'érige pratiquement en règle, où chacun estime que comme j'ai la couverture du très haut, je peux. Voilà. Mais si chaque semaine, ou même chaque 2 semaines, les gens se retrouvent pour pouvoir parler des problèmes du pays, vous êtes d'accord avec moi que par exemple, l'affaire MINSEP contre n'existerait même pas. Parce que rapidement on prend une décision et elle est applicable. Le gouvernement quand même émane de la vision du président et c'est tout à fait ce qu'on doit appliquer en vérité. Donc on ne peut pas faire l'économie comment je dirais, de conseil des ministres, qui est quelque chose d'important pour et même des pays même où il y a des conseils des ministres toutes les semaines, c'est pas facile. D'imaginer vous qu'il n'y en ait pas. Donc c'est ce que nous vivons ici. Cette cacophonie est simplement due au fait que les ministres ne se parlent pas. Regardez, les ministres se parlent par courrier indéposé, ça veut dire quoi ça? Il y a le téléphone, il y a l'élégance. Que l'administration est écrite. Quand vous voyez un secrétaire général d'une mairie qui commence à écrire à un mail, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ou un respect municipal ou je ne sais pas moi, un autre cadre. Parce qu'il y a un cadre de concertation dans lequel on s'assoit pour régler les problèmes de la mairie. Mais s'il faut qu'on commence à s'écrire, voilà, ça veut dire que là, je vous dis, attends, je vous ai dit 3, 4, 5 fois, vous brandissez ça, voilà. Aussi, donc c'est ça le problème. L'impact, avec vous, l'impact de la non-tenue des conseils de cabinet au Cameroun, est-ce que ça a d'abord un impact? Non, naturellement, je ne vais pas tourner vraiment pour rien là-dessus. Prenons simplement une organisation ou une entreprise, vous vous rendez compte que chaque fois dans les structures, on a des réunions tous les lundis par exemple. Et le manager, c'est l'occasion pour lui de donner le fil conducteur de la semaine. Donc vraiment, ce n'est pas à discuter, ce n'est pas la fréquence
D'ailleurs, lorsqu'il a parlé de par semaine, j'ai voulu dire par jour. Peut-être que ça peut résoudre, ça peut aller beaucoup plus mieux. Donc, on sait que c'est important de tenir de manière régulière des rencontres, des réunions, parce que c'est l'occasion pour le responsable de donner le fil conducteur. C'est-à-dire, voilà les objectifs qui doivent être atteints pendant cette semaine, pendant ce mois ou pendant cette période. Et à un moment maintenant, venir évaluer ces objectifs s'ils ont été atteints. Et puis lorsque ça n'a pas été atteint, on essaie de voir pourquoi ça n'a pas été atteint et on trouve des palliatifs pour ça. Donc c'est important. Pourtant, le chef de l'État que vous soutenez semble ne pas être dans la même, même logique. Toujours, non. Malheureusement, vous ne pouvez pas dire ça. Là, je veux dire, le dernier conseil de cabinet de remonte à 2019. Camerounais, le chef de l'État est dans une division du travail social. Alors. Il faut le comprendre. On a un chef du gouvernement, et j'ai dit le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui a des fonctions claires à souligner. D'ailleurs, j'ai eu du plaisir quand vous m'aviez dit MINSEF et CAFOUT, ce qui s'est passé. Tient régulièrement les conseils de cabinet, pourtant ce qui est déjà type de problème on a démontré qu'il tient ces réunions sont tenues tous les mois. Oui, mais pourtant maintenant, ce type de cacophonie... Vu le comportement, ou alors vu ce que les réactions, les agissements des uns des autres, la nécessité peut-être de le tenir 2 fois par semaine s'impose. Je peux le comprendre. Non, je veux dire, au-delà du Premier ministre, il y a un chef de l'État. Exactement. Il y a également, la Constitution prévoit également des conseils de cabinet. Mais là, vous pensez que le chef du gouvernement, pendant ces rencontres, les décisions qu'il prend, les objectifs qu'il assigne sont volontairement propres à lui? Je ne pense pas. Vous vous contredisez un tout petit peu, docteur. Non. Je veux dire, tout à l'heure, vous avez souligné l'importance de la tenue. Exactement. Un chef qui doit discuter avec ses collaborateurs. Voilà. Donc, le chef, c'est le chef de l'État. Oui. Les collaborateurs, ce sont les ministres. Oui. Donc, on parle de l'absence des conseils de cabinet. Parmi les ministres, il y a des conseils de ministres. Parmi les ministres, il y a le chef, il y a le Premier ministre qui est le chef qui tient les conseils de cabinet, mais pourtant qui est en étroite collaboration. Je vous en prie, qui est en étroite collaboration. Je pense avec le chef de l'État. Non, je vous en prie. Bien que le gouvernement est géré par les hautes institutions. À quoi c'est un conseil? Je n'ai pas envie de revenir, comme le disait le ministre d'État, Laurent Esso, les fausses hautes instructions. Je ne veux pas revenir là-dessus. Non, je ne veux pas revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est ça. Non, mais le ministre... Aujourd'hui, c'est ça. Attendez. C'est pas moi qui le dis. Mais attendez, si vous avez un conseil, c'est pas moi qui vous avez un conseil de cabinet qui ne mène à rien, aucune décision n'est applicable. Parce qu'il y a des autres instructions qui permet de gouverner le pays. Les gens ne viendront même pas au conseil de cabinet. Je suis en train de dire... Ils ne viendront pas. Non, je vous en prie. Ils viendront pas. Je n'ai pas envie de vous dire qu'ils viennent au conseil. Oui. Je n'ai pas envie de vous dire qu'ils viennent parce qu'ils viennent. Et j'insiste encore en disant, nous avons un chef de gouvernement qui peut-être, vous pensez qu'il est passif, vous l'aviez dit, ou amorphe, mais je vous dis qu'il fait son travail de la plus belle des manières. Il n'est pas dans cette logique de gesticulation ou d'agitation, ça je peux vous le dire. Mais il fait les choses quand il le faut et comme il le faut. On parle du chef du gouvernement. Oui, mais tous ces pouvoirs ont été enlevés par c'est ce que vous pensez. Non, mec, c'est ce que vous pensez. Absolument. C'est ce que vous pensez. Le secrétaire général de la présidence s'adresse directement au ministre. Pourquoi, lorsqu'il y a eu échange entre MINSEP et... qu'est-ce que j'allais dire Ministère des Sports et FECAFOOT, et puis on parlait de haute instruction, pourquoi il est venu trancher? Oui, mais est-ce que les hautes instructions qui sont venues de la présidence sont passées par lui? Ce n'est pas passé par lui. Donc il y a les vraies fausses instructions alors. Non, c'est vous qui gouvernez. Donc il y a les vraies fausses instructions alors. Est-ce que les hautes instructions là? Je dis encore, le chef de l'État il est là. Le Premier ministre, il est là et chacun joue véritablement son rôle. Alors, pour sortir de cette émission, on parle rapidement de la situation des partis politiques en ce moment. À quoi est-ce qu'ils s'occupent? Justement, cette question, je vous la pose, Paul Eyum. À quoi s'occupent actuellement les partis politiques depuis la fin des inscriptions sur les listes électorales? Bon, déjà, il y a la commission de distribution des cartes d'électeurs. Donc, puisque une fois que les inscriptions sont finies, il y a les cartes d'électeurs. Mais votre question est pertinent dans le contexte, c'est-à-dire à la veille de l'élection présidentielle. Et là, moi, je vous dirais que le Cameroun entier se prépare à la réélection du président Paul Biya. Je vous le dis pourquoi. Ah, le Cameroun se prépare à la réélection. Oh. Premièrement, il y a déjà les appels, comme ils appellent, les appels à la candidature venant des gens du pouvoir. Secondo, au sein des partis de l'opposition, vous avez ceux qui ont déjà constitué un groupe
eux disent que mettons-nous tous ensemble, mais eux, ils ont le candidat qui veut imposer aux autres. Rapidement. Le résultat des courses, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec, ils vont rester dans l'inertie. Troisième chose, c'est que vous voyez, il n'y a pas, entre guillemets, le branle-bas de ce qui peut pousser à ce qu'en 2025, il y ait une espèce de changement, que ce soit au sein de l'appareil gouvernant, que ce soit en face. Donc en réalité, tout le monde dans le subconscient a déjà, entre guillemets, accepté la candidature du président pour en 2025. Donc c'est peut-être ce qui explique une certaine inertie. Et vous avez aussi le fait que le PCN, par exemple, a été torpillé à un moment donné par le ministère de l'administration territoriale. Donc en réalité, tout le monde aujourd'hui est dans le cadre de l'observation qui risque d'avoir une conséquence qui est celle de la réélection du président Paul Biya. Au-delà du statu quo, enfin, il y a le fait que votre leader, le leader de votre parti politique, a publié un nouveau livre. La dédicace a eu lieu il y a peu. Il était également l'invité de TV5 et votre parti aussi a eu gain de cause au tribunal face, je veux dire, dans l'affaire Robert Kona et PCRN. Est-ce que vous pensez que ces affaires ont reçu l'attention qu'elles méritaient sur la scène publique? Moi, je pense que non. Pourquoi, à votre avis? Je crois qu'en off, je vous ai dit ça un peu, vous ramenez ça sur le plateau. Je vous ai dit que lorsque nous avons été torpillés par Robert Kona et sa bande, oui, que je ne vais pas citer ici, nous avons été conviés sur des plateaux à l'époque pour expliquer des choses. Mais lorsque nous avons gagné le procès, personne n'a daigné nous inviter pour en parler. Parce qu'un parti politique... Et je vous ai dit que j'en ai parlé avec Damien Macon sur ce plateau. Un parti politique, ça peut arriver au pouvoir. Donc, moi, je pense que les journalistes doivent suivre tous les partis politiques. Et dire qu'il y a eu une période où les partis n'ont pas été actifs, ce n'est pas vrai. Vous pensez par exemple que lorsque Univers du professeur Koumvondo déclare hier, si je ne sais pas si c'est vrai, que Akere, il ne donne pas. C'est le fruit des négociations. Nous-mêmes, on a bataillé. Depuis décembre 2023, on n'a fait que batailler pour exister. Très bien. Pour exister. Cabral, je le répète, avait dit, c'est la justice qui va décider. Et je crois que nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie, Maître Bébé, que nous remercions d'ailleurs ici. Nous sommes sur la voie, la bonne voie de la justice. Donc personne n'a dormi. En Congo, par exemple, il y a eu plusieurs sous-comités qui ont été mis sur place, ailleurs, partout, à Massok, son loulou, je ne sais pas moi, dans le Nord Équilé, partout, à l'Est et tout. Les gens continuent à travailler. Mais sauf que je dis, je vous dis, et je vous confirme ici, que l'intérêt, on n'a pas l'impression que l'élection présidentielle a un intérêt général. On a l'impression que, comme il disait tout à l'heure... La faute aux médias uniquement? Non, aux médias d'abord, pourquoi? Et regardez par exemple ce qui se passe dans d'autres pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Sénégal, quand il y a une élection, 2 ans avant, 2 ans avant, chaque semaine, ça bouge. Mais ici, c'est pour ça qu'il dit... C'est peut-être pour ça que j'ai posé la question. Oui, à quoi s'occupent en ce moment les partis politiques? Est-ce que vous faites des meetings? Est-ce que vous faites des campagnes? Est-ce que vous sensibilisez les uns et les autres? Vous savez comment on fait pour faire? À quoi s'occupent les partis politiques en ce moment? Monsieur le maire, vous n'en faites pas? Un meeting? Monsieur le maire, vous n'en faites pas? Mais qui vous donne l'ordre de faire un meeting? Qui vous donne l'ordre de faire un meeting? Qui? Il ne faut pas quand même à un moment donné, je vous assure, il faut que les médias prennent leur place. Très bien. Et moi j'ai l'impression que les médias sont un peu complices. Ça veut dire que soit ils ont peur, ça veut dire que de s'engager. C'est pas fort. Pourtant, vous allez voir par exemple en Europe. Non, mais même le CNC, si tous les journalistes se mettent en grève, le CNC ne peut rien faire. On va vous dire que c'est l'incitation à la rébellion médiatique. Non. Je dis seulement une chose, c'est que lorsque un parti a été brimé, torturé, piétiné, la moindre des choses, c'est de dire, venez nous rendre compte de ce qui s'est passé. Les gens seraient venus simplement vous dire, voilà, parce qu'en 2020, on nous avait dit, vous êtes écrasés, vous n'existez plus. Bon, on a éliminé le PCRN, on a éliminé le MSC, on a éliminé tout le reste, il ne reste plus que nous. Mais on voit bien qu'il ne reste pas que le RDPC. Tous les autres partis, je dis bien tout, restent en lice. Très bien. Et doivent participer de façon efficiente au déboulement
du RDPC. Très bien. Donc, Maître Lavoisier. La MINO est devenue le parent au PCN. Maître Lavoisier, Paul Eyoum disait tout à l'heure que l'opinion se prépare simplement, passivement à la réélection de M. Paul Biya. Nous sommes à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce qui explique ce calme? Je veux dire, on se sera attendu à ce que ça tourne à plein régime en ce moment. Non, je ne pense pas qu'il y a du calme. Les partis politiques de l'opposition travaillent. Et 2025 est un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Parce que nous avons... Je veux juste s'occupe, noter les petites fautes, s'occupe... Voilà, il va corriger. Allez-y, allez-y. Nous avons au Cameroun une particularité. Oui. Nous avons le plus vieux chef d'État en fonction au monde. Nous avons le plus vieux président du Sénat en fonction au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée nationale en fonction au monde. Nous avons le plus vieux magistrat hors hiérarchie en fonction garde des Sceaux au monde. Vous pouvez étendre ça dans toutes les autres sphères de l'administration pour comprendre que les Camerounais attendent depuis 40 ans que cette gérontocratie cède la place à une autre équipe. Donc vous pensez que les partis politiques de l'opposition bougent en ce moment? Oui, l'alternance lance le développement. Un pays où il n'y a pas d'alternance, c'est un pays qui stagne en matière de développement. Tout à fait. Et nous avons l'exemple du Cameroun pour témoigner que depuis 40 ans, nous avons reculé en termes de développement. Bon, maintenant, 2025, je peux vous rassurer que l'opposition va finir par s'entendre. Je vous rappelle que en 1992, c'est à 2 mois de l'élection présidentielle que le candidat de l'opposition avait été choisi, qui était Ni John Fundi. C'était à 2 mois. En 2004, lorsque le rassemblement de l'opposition pour chercher le candidat unique s'était mis en place, c'était pratiquement à 7 mois de l'élection présidentielle pour la désignation du candidat unique. Malheureusement, ce rassemblement n'a pas abouti à la désignation de ce candidat unique. La plupart de ceux qui étaient là ne sont plus là, mais on connaît les erreurs qu'ils ont commises, qui ont fait qu'on n'ait pas le candidat unique de l'opposition tant souhaité. Dans nos états-majors politiques, nous avons mis l'accent pour que chacun mette un peu d'eau dans son vin, chaque leader de l'opposition. Oui, vous terminez. Qui ait un peu d'humilité. Parce que ce qui réunit, ce qui est commun à tous les leaders de l'opposition au Cameroun, c'est obtenir l'alternance. Ils peuvent s'entendre sur un programme de gouvernement commun, minimum. On peut ne même pas avoir un chef de parti comme candidat. Les chefs de parti peuvent même chercher une personnalité indépendante. Tout à fait. Comme candidat. C'est notre choix, l'AFP. Donc, moi, je pense que ça bouge dans les partis politiques. Les réunions se tiennent. Mais vous connaissez que nous avons l'un des ministres les plus anti-liberté au ministère de l'administration territoriale que j'ai jamais vu dans notre pays. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale, son objectif principal, c'est de faire qu'aucun parti de l'opposition ne tienne un meeting public pour expliquer sa politique. Entre-temps, le parti au pouvoir se déploie impunément sur le terrain. Vous avez le film du président Paul Biya, qu'on balade de région en région. Avec des gros budgets. Non seulement on le balade, mais tous les ministres forcent tous leurs collaborateurs à aller voir ce film. Comme si leurs collaborateurs étaient les militants de leur parti. C'est-à-dire que maintenant on force le militantisme. On oblige, quand ce film est venu à Bafoussam, On a capitalisé l'administration. Quand ce film est venu à Bafoussam, moi j'ai vu le déploiement, j'ai vu les correspondances. On a vu aussi les budgets. Les budgets. Colossaux. Oui. Colossaux. Mais
le SDF, parti politique auquel j'ai appartenu jusqu'en 2022, le SDF a souvent gagné les élections dans le bureau de vote mis à la région, c'est-à-dire les bureaux de vote du gouverneur. Le gouverneur met un bureau de vote dans ses services de gouverneur qui ressemble le personnel. Et le RDPC perd les élections là-bas. Ça veut dire que ces gens ne sont pas toujours les militants du parti au pouvoir, mais on les force, on dit allez voir le film de Paul Biya. Pendant que le RDPC est en campagne, on bâillonne les autres, on dit que vous n'allez pas faire campagne. Mais ça ne va pas distraire les Camerounais. Très bien. Les Camerounais sont déterminés. Et nous pensons que 2025, tout le monde va mettre sa force là-dedans pour que Paul Biya parte. Très bien. Docteur Simon, en janvier, on a eu l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales avec un certain engouement. D'ailleurs, les chiffres d'Elections Cameroun, les chiffres de mentalité, ne les démentent pas. En mars-avril, c'est le début du conflit MINSEP-FECAFOOT qui, disons-le, a majoritairement contribué à distraire les masses et aurait peut-être ralenti l'ambition de certains partis politiques en termes d'inscription et autres. Je veux dire, à qui a profité ou alors à qui continue de profiter, j'espère que c'est fini, ou alors à qui continue de profiter cette distraction? Le conflit MINSEP-FECAFOOT. Je vais aller droit au but. Allez-y. Mais je commence déjà par dire merci à Allez-y rapidement. Qui a reconnu l'efficacité du RDPC. Parce que, permettez, laissez-moi parler, je vous ai écouté. Allez-y rapidement. Je dis bien merci à Paul Eloum qui a reconnu l'efficacité du RDPC. Après le merci, il n'y a pas j'aimerais qu'on avance. Oui. Il y a une certaine efficacité d'un parti politique parce qu'en réalité, j'ai voulu dire avec beaucoup d'énergie qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Mais j'essaie de mettre de l'eau au moulin en disant qu'il y a très peu d'opposition au Cameroun. Si on a des partis politiques qui sont dans les logiques des bagarres de positionnement, où je suis le premier d'opposition, je suis le leader, mais pendant que vous bagarrez pour voir qui est le premier, le RDPC est à terre en train de faire un travail formidable. Et on va couper sans que vous n'ayez répondu à ma question, docteur. C'est pour ça que dans l'esprit des Camerounais, il n'y a que le RDPC qui d'ailleurs demeure le meilleur risque. Ça, il faut le dire. À qui est-ce que ça a profité cette distraction? Maintenant, lorsque vous parlez de distraction, je ne parlerai pas de distraction, parce que lorsqu'on parle de partis politiques, on a un objectif. Nous sommes dans la logique des élections, des inscriptions sur les électorales. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, il l'a souligné, c'est une première étape. Parce qu'après les inscriptions, maintenant, il faut amener les populations à aller retirer leurs cartes, il faut les amener à aller poser leur acte citoyen, il faut. Donc, il y a des phases qu'il faut respecter. Et c'est le rôle, n'est-ce pas, des partis politiques d'accompagner, d'éduquer les masses dans ce travail-là. Donc, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vais chuter en disant le souhait du RDPC. Non, ça a toujours été dur. Ça n'a jamais été chose facile. Et le souhait du RDPC, comme d'aucuns pensaient, c'est que le RDPC ne se trouve pas seul sur cet ami. Qu'on soit avec le PCF, qu'on soit avec le MRC, qu'on soit avec l'SDF. Je dis bien, il faut m'écouter. Merci, docteur. Merci. Qu'on soit avec l'AFP. Merci, docteur Simon. Arrêtez les positions où sans Camto rien n'est fait, sans Nietzsche rien n'est fait, sans Is rien n'est fait. Non, on met des moyens. Merci, docteur Simon. Merci, docteur Simon, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également le meilleur risque à vous, Paul Eyoum. Merci à vous, Paul Eyoum, d'avoir été là. Merci, docteur Serge Alexis Lambat, d'avoir été là. Merci également à vous, maître Lavoisier Tapi, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous. C'est pas un programme, il est vieux,